Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez un bon jeudi. Écoutez, ici tout va pour le mieux, l'été continue, on se rapproche, hein. Dans 8 jours, il y a la musique de la Ligue 1 qui retentira de nouveau dans nos stades, dans nos télévisions, avec le premier match qui sera entre Rennes et l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on va rentrer tout doucement dans la préparation, dans la suite de cet été et surtout de ce qui nous attend avec la Ligue 1. Donc très content de vous retrouver, comme d'habitude, un petit point mercato sur ce qui s'est passé depuis 4 jours, le dernier live qui a été fait dimanche avec pas mal de dossiers qui ont avancé, des Here We Go pour Lucas Chevalier, Evan Guessant et Benjamin Sesko. On a aussi voilà, pas mal de choses à voir sur les dernières infos, les tendances. Je voulais aussi qu'on parle un petit peu du mercato du Stade Rennais parce que même s'il n'y a pas eu énormément de mouvements, on est quand même sur un club qui va devoir voilà, se rattraper de sa dernière saison. Évidemment, je vois vos messages, je vous vois sur le chat. Oui, on va parler du Ballon d'Or parce que on a eu, ça y est, la liste des 30 et comme toujours, ça fait beaucoup de débats. Est-ce qu'on va parler de Nice aussi? Parce que c'est vrai que j'ai dit que la saison reprenait avec la Ligue 1, mais la saison, on sait que pour les clubs engagés en Coupe d'Europe, depuis un bon moment, ça a bougé hein, avec les tours préliminaires de Conference League, d'Europa League, de Ligue des Champions, tout ça. Et c'est vrai que hier, pour les Niçois, on avait ce premier rendez-vous contre Benfica, une défaite 2-0, des buts de Florentino Luis et d'Ivanovic. Compliqué pour Nice, après on savait que l'adversaire était quoi qu'il arrive supérieur. Voilà, j'ai pas envie non plus de les accabler parce que pour moi maintenant, je savais qu'en tombant sur le Benfica, il y avait très peu de chances que ça passe. C'était un 70-30 et Benfica a quand même l'expérience de ces rendez-vous-là. C'est une équipe qui fait souvent des huitièmes quarts de LDC ces derniers temps. Maintenant, ce qui va attendre Nice, c'est la fin du mercato et surtout l'Europa League parce que si tu perds là en barrage, on rappelle que Nice ne va pas faire voilà, de tour d'Europa League. Je pense qu'ils en ont assez. Par contre, c'est faire mieux que l'an dernier. Et là, bon, j'espère que les Niçois, que les Aiglons sauront s'employer pour faire mieux qu'une 35e place sur 36 quoi. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, quand je taquine des supporters sur les réseaux sociaux, ça a été le cas avec les Niçois. Bon, j'ai réagi à une banderole où voilà, ils insultaient l'aigle du Benfica avec une insulte. Je dis bon, c'est pas nécessaire. Je pense que dans le chambrage trash talking, ce qui me plaît moi, c'est d'avoir des trucs un peu plus malins, subtils qu'une insulte pure et dure. Bon, ils me sont tombés dessus en mode ah ça y est, on peut plus se marrer. Ok. Par contre, tu vois derrière, je les ai un petit peu chambrés en mode bon, ok. Par contre, ce qui peut vraiment choquer, c'est vos résultats en Europe. Et là, j'ai découvert, ou j'ai redécouvert, que les supporters de foot, est-ce que c'est pas la communauté la plus susceptible au monde? Il y a, il y a les cinéphiles. On dit souvent que les cinéphiles, voilà, faut pas les toucher sur leur chef-d'œuvre parce que voilà, ils peuvent être assez terribles. Il y a évidemment des communautés comme ceux qui regardent la télé-réalité, ceux qui regardent des influenceurs, tout ça. Mais en vrai de vrai, entre nous, et même si on est dedans, est-ce que la communauté foot, on n'est pas les plus toxiques, les plus susceptibles? Est-ce qu'on n'est pas à la fois des véritables chippies et en même temps on n'est pas aussi les gens, dès qu'on touche voilà, à notre club, on parle de clubisme, c'est le cas, hein, mais franchement, le foot, j'en vois que ça touche beaucoup, quoi. Alors évidemment, je le redis, c'est très très bien d'avoir une passion dans la vie, encore plus le foot, on est tous des passionnés ici. De toute façon, si vous êtes là à 17h40 un jeudi en plein été pour m'entendre parler d'Evan Guessant et du mercato du Stade Rennais, c'est que vous êtes piqué comme moi. Mais franchement, dès qu'on touche au foot, à un club ou à un joueur, il y en a qui ont des arguments et surtout des postures. C'est waouh! Tu sens que tu as touché quelque chose de très très sérieux. Et je parle pas juste d'adolescents. Hein. Je parle vraiment des fois d'adultes, de personnes qui ont l'air d'être dans des groupes de supporters. Évidemment, je respecte, c'est très très bien dans un groupe de supporters. Moi, je vais très souvent en tribune virage, ultra, tout ça, et je kiffe. Mais franchement, je me dis que des fois, quand on parle de foot et qu'on fait du petit chambrage, mais il y en a qui sont pas au même niveau de second degré. Et c'est vrai que j'ai pu m'en rendre compte avec les Niçois, surtout qu'avec Nice, quand tu chambres, tu parles de leurs résultats en Coupe d'Europe. Et là, je pense que même les supporters niçois, ils vont pas m'inventer un monde où ils vont être satisfaits de ce qui se passe pour eux en Coupe d'Europe. Je crois que c'est ActuFoot qui a sorti ses stats. Nice n'a pas gagné un match en Europe sur les 11 dernières sorties. Oui, c'est une stat qui est terrible. On parle de l'OGC Nice. On parle pas d'un club moldave ou finlandais. Normalement, Nice devrait avoir au moins une victoire de temps à autre. Là, oui, le bilan il est catastrophique, faut le dire. Je pense que les supporters niçois, ils sont la majorité d'accord. Par contre, il y en a certains, eux, ils vont le dire. Par contre, quand toi tu le dis, ah non, ça va pas. Non, par contre, t'as pas le droit de parler t'as pas le droit de parler de mon club.
Il y a un mec qui m'a fait un truc, voilà, hein, franchement, Bordeaux, vous en êtes tout. Ouais, ça c'est du bon chambrage. Ok, vas-y, là on peut y aller. Sans insulte, sans, tu vois, se rentrer dedans. Ça me plaît. T'es pas obligé d'aller directement dans l'insulte, de t'en prendre à un membre de ma famille pour qu'on parle de foot. Parce que c'est ça aussi, c'est que le foot, ça nous touche beaucoup, qu'au bout d'un moment, bah, on se met à faire ouais, on se met à déraper, quoi. Et même moi, je m'en suis rendu compte que dans mes années de pur dur supporterisme à Bordeaux, on va dire de 2008 à allez 2014-2015, j'étais un bourrin, j'étais pas lucide. Et là, bah évidemment, avec le métier de journaliste et puis même tu grandis aussi, faut le dire, hein, tu prends un peu plus d'objectivité, t'apprends à être neutre, puis tu te rends compte que ton club part dans une mauvaise direction. Et si j'étais encore clubiste à fond entre les Américains, Longue Épée, Gérard Lopez, descente Ligue 2, rétrogradation Nationale 2, je serais juste un fou du bus. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme, hein. Désolé. Hein. Et là, pour le coup, au moins, j'ai appris à être lucide. Non, mais j'étais comme ça. Je pense que je n'étais pas un bourrin, enfin, en mode à insulter tout le monde, mais voilà, je pouvais taquiner, je pouvais être pas mal. J'aimais pas qu'on me parle de mon club quand il n'y avait pas les bons arguments. Alors des fois, tu vois, je pense que tu peux quand même réussir à attirer quelque chose. Voilà, c'était mon petit édito. Vous pouvez me retrouver tous les matins à 8h30 sur RMC pour le coup de gueule de Scipion. Voilà, on met les pieds dans le plat et on dénonce. Et on dénonce dans ce pays parce que faut le faire. En tout cas, j'espère encore une fois que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vois qu'il y a des habitués comme Hugo SSE, Ninor, Soso-Chat, la modératrice, David Da Silva. Goldinho, je vois aussi, j'ai vu un message assez sympa de SSNI qui dit Scipion toujours en podcast mais jamais en live, trop content de cliquer sur la notif. Bah écoute, bienvenue à toi, évidemment j'en profite avant qu'on commence à regarder l'actu avec le ballon d'or, tout ça, et le mercato, que bah, vous avez toujours les vidéos sur YouTube, les replays des émissions, des streams, et vous avez également le podcast en audio pour tous ceux qui prennent la route durant ces vacances, qui veulent s'armer de patience. Et bien il y a le COP de Scipion qui est disponible sur toutes les plateformes. Donc voilà, ça a été mis à jour le week-end dernier entre voilà, Spotify, Deezer, Apple Podcast et plein d'autres plateformes. Donc vous pouvez cliquer dessus. N'hésitez pas à mettre les petites étoiles pour soutenir. Voilà, on profite pour faire évidemment la promotion. Et non, juste avant pour terminer Nice, parce que j'ai parlé de clubisme, de supporterisme, je voulais juste dire aussi, j'ai l'impression qu'il y avait un Francaise qui était un peu abattu. Ici, quand je l'ai entendu en conférence de presse et dans les médias du club, ou en mode un peu fataliste, genre on est tombé sur meilleur que nous, ça je pense qu'il a raison, mais tu sais, dans le ton et dans l'expression, soit il est dégoûté du mercato et il veut pas trop le dire, soit c'est un truc qui se répète pour lui, parce que même si c'est un entraîneur qui fait de très bonnes choses en Ligue 1, je le répète, Francaise il a aussi envie de se bâtir une réputation en Europe, parce que si plus tard il veut partir entraîner en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs, bah évidemment les clubs ils regarderont un petit peu ce qui se fait en Europe, et même si ils prendront en compte des fois le contexte, on sait qu'à Nice il y a eu des soucis d'infirmerie ou des mercatos pas prêts, bah c'est vrai que le bilan niveau européen il est pas dingue, pourtant c'est un coach que j'apprécie énormément. Après quand tu vois les compos de Nice et de Benfica, je pense que dès le coup d'envoi, et pourtant je trouve que Nice a pas été, tu vois, ridicule, hein, mais c'est juste que c'est le genre de match où, enfin, ouais, ça ressemble à un match de Coupe de France où t'as une Ligue 1 qui joue le truc sérieusement, sans se mettre à 100%, et une équipe valeureuse de Ligue 2, National 2, qui a de bonnes armes, mais qui à la fin, sur 90 minutes, ça va être trop compliqué. Et il en faut plus pour créer un exploit, il faut que l'équipe en face ait un moment de déconnexion, ce qui n'a pas forcément été le cas. Et dans l'autre sens, Nice, tu sais que le mercato est pas terminé, que tu as des joueurs qui peuvent encore partir, c'est pas tout à fait fini. Ouais, pour moi, c'était quand même. Ils l'ont mérité, ils l'ont pas volé leur place. Ils ont terminé quatrième, c'était à Lille de faire mieux, à Strasbourg de pas s'écrouler en fin de match, à Lyon de pas faire n'importe quoi à certains moments. Voilà, ils ont été quatrième. Maintenant, en tour préliminaire, quand tu tapes Benfica, qu'est-ce que tu veux faire? Là, franchement, Benfica, ça joue. Non, franchement, Benfica, ça fait partie des équipes à suivre cette saison. Ils ont encore fait un beau mercato. Je sais que beaucoup de supporters se plaignent de la gestion de Rui Costa, à juste titre. Je sais qu'on a David Da Silva dans le chat qui est un fervent supporter des benfiquistes, mais Benfica, le seul regret je pense en tant que supporter, ça doit être de pas garder assez souvent des gros talents type João Neves, par exemple, qui est un joueur absolument incroyable à Paris, et l'avoir eu qu'un an à 100%, tu vois, c'est un peu frustrant. Mais dans l'autre sens, t'as une équipe qui recrute souvent très très bien. Niveau scouting, alors niveau formation,
le Portugal, par rapport à son vivier, c'est le top du top. Je trouve que c'est vraiment un pays top 3, et pas seulement en Europe. Je pense que je place le Portugal au top 3 mondial, parce que ce qu'ils arrivent à faire avec leur bassin de population, et avoir des équipes performantes en jeunes, Sporting, Porto, Benfica, et tout ce qui se passe à côté, bah, franchement, chapeau, et surtout savoir se renouveler. Après, le regret, comme je dis, c'est que bah, c'est des clubs historiques, et ce serait bien de garder leurs jeunes au-delà de 20, 21 ans, qui s'en aillent pas au bout d'une saison, mais aussi dans le repérage de talent. Quand tu vois hier le 11 avec un joueur comme Pavlidis sur le front d'attaque, je suis un très très grand fan de Pavlidis. Plus je le vois jouer, plus j'apprécie son style de neuf. Et tu as désormais Franjo Ivanovic. Et là, je fais un autre dédicace. J'ai parlé de la qualité de la formation au Portugal et du niveau du scouting, mais la Belgique aussi, en termes de développement, c'est un des pays qui a le plus progressé depuis une grosse décennie, et que ce soit dans le fait de lancer des jeunes joueurs, les deux Cateller, Doku, Fofana, mais aussi dans le fait d'amener des joueurs que tu vas repérer à droite à gauche. Ivanovic, ils l'ont repéré à Rijeka. Évidemment, j'ai fait un tweet où on parlait aussi d'Osimhen, de David que tu as repéré au Canada. Osimhen qui avait fait un échec à Wolfsburg, que tu vas réussir à relancer. Donc franchement, Amoura, hein, pareil. Donc non, honnêtement, Benfica, ouais, Richard Rios, j'ai adoré le match d'Enzo Barrachea. Donc non, Benfica, ça va être encore une saison sympathique. Et je comprends dans l'autre sens la frustration des supporters de ne pas pouvoir faire mieux, parce que tu as un potentiel qui est monstre. Tu as des très bons recruteurs, tu as un excellent centre de formation. Normalement, Benfica peut se permettre d'être un peu plus ambitieux qu'un club qui fait du trading, même si on sait que tu fais des bascules à 120 millions pour Enzo Fernandez, João Neves 60 millions, João Félix 126 millions. C'est vrai que tu es quand même très très bon, quoi. Salut en tout cas les amis, j'espère que vous allez bien comme Bielito. Vous avez trouvé comment Dedic? Dedic, j'ai vu que ses stats, il avait été très bon, je trouvais que c'était un match sérieux. Dedic, à l'OM, voilà, on s'en est séparé très très vite. C'est le genre de joueur, tu vois, j'aurais pu revoir à l'OM avec d'autres automatismes, tout ça. C'est le genre de joueur qui passe, que tu revois un peu plus tard. Autant il y a des cas comme Wai où je pense que ça n'aurait pas matché quoi qu'il arrive, autant un Dedic. Après, je dis pas Dedic c'est un gâchis monumental, tout ça, mais c'est un joueur qui a quand même des qualités de contre-attaquant, de piston qui sont très sympathiques. Donc franchement, dans ce Benfica-là, je pense qu'il va s'éclater. Scipion, t'as vu Benfica qui veut essayer de prendre Anthony avant le match retour. Tu vois, Anthony, très clairement, c'est une recrue pour ce Benfica-là quand il sort de ses 6 mois très très bons au Betis. C'est bien vu. Franchement, c'est le genre de renfort qui va faire du bien. Et s'ils arrivent à le reprendre pour, j'imagine, remplacer dans le 11, ça doit être Arthur Goglou, peut-être Schölderup ou Di Maria, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut un ailier supplémentaire. Moi, je trouve que c'est vraiment bien vu, ouais. Ça, pour le coup, c'est une vraie bonne recrue, quoi. Tu penses qu'il y a une possibilité que Nice crée la surprise à Lisbonne? Tout est possible dans le foot, mais là, j'ai du mal à y croire. Parce que même à domicile, pour un match de reprise, où tu sentais que sur la première période, ça manquait peut-être un petit peu de rythme, là, pour le coup, non. Là, je pense que... on sait jamais, hein. De toute façon, il faut que Nice y aille en mode perdu pour perdu, on se lâche, on tente des trucs, allez, on y va, qu'est-ce que tu vas ressortir sans doute avec une défaite, mais là pour le coup, t'as l'occasion de réussir un truc où personne n'y croit, un vrai exploit, et Nice a besoin de ça depuis la victoire contre l'Ajax, et ça remonte à 2017 quoi. Donc ça fait un bon petit moment. Bon, je crois qu'on veut tous parler avant, bien sûr, du mercato du Ballon d'Or. Ça y est, la liste des 30 est tombée aujourd'hui. On va aller voir ça de plus près avec la liste qui a été publiée par France Football. Donc on récapitule. Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Victor Gyökeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kvara, Robert Lewandowski, Alexis McAllister, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Scott McTominay. Là pour le coup, je sais que certains vont dire et tout, moi je suis super content pour lui. Honnêtement, meilleur milieu de Serie A, meilleur joueur même tout court de Serie A. Franchement... Bravo. Nuno Mendes, João Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Rafinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius, Vitinha, Florian Wirtz, Lamine Yamal. Bon, j'ai fait un tweet en disant c'est un débat futile parce que pour moi, il y a toujours des débats sur les présences ou non du Ballon d'Or. On est entre nous. Le Ballon d'Or, on se souvient du vainqueur, des fois du podium. Allez, pourquoi pas du top 5, mais jamais des 30. Est-ce que vous avez souvenir que par exemple Dobvik
était dans les 30 l'an dernier, que Simon Kjær était dans les 30 il y a 4 ans, 4-5 ans. Donc c'est le genre de choses qu'on oublie. Mais là, pour le coup, Pacho, je le dis, c'est un joueur que moi, je pense que je mettais dans mon top 10 de la saison. Et à travers Pacho, c'est aussi le manque de défenseurs centraux. Parce que là, on parle de Pacho, mais le seul décès qui est présent, c'est Van Dijk. C'est-à-dire à quel point les défenseurs centraux, et même bon, c'est vrai que les latéraux, t'as Nuno Mendes, t'as Dumfries qui joue peut-être un peu plus haut, t'as Hakimi, mais Koundé, tu vois, il aurait pu être présent. C'est vrai que les défenseurs sont totalement zappés, quoi. C'est ouf, hein. Parce que Pacho, ouais, je trouve que c'est dommage. Je dis que c'était incompréhensible. J'ai pas dit, bon, certains vont dire que c'est un scandale ou quoi. Franchement, oui, Payet, on s'en souvient. Parce que Payet, t'avais la saison à West Ham et tout. Après, je dis pas que tu te souviens de la liste des 30 à chaque fois de manière très précise. Mais là, pour le coup, ouais. Alors, je vais vous demander votre plus gros absent. Parce qu'il y a Pacho, mais c'est vrai qu'il y a Barcola aussi. Il y a Koundé. Il y a Marquinhos. Il y a Bastoni. C'est vrai qu'il y en a des absents. Il y a peut-être un Bastoni, ouais, un Barella qui pourrait être présent, très clairement. Il y en a d'autres aussi qui, pour vous, peut-être méritaient absolument d'être là. Caicedo, c'est vrai que Caicedo, sa Coupe du Monde des clubs a fait très belle impression. Peut-être qu'il pouvait en sauter certains. Ça, je peux l'entendre. Mais moi, ouais, moi c'est Pacho parce que Pacho, il a été dans l'équipe qui gagne avec des champions. Certains vont dire c'est pas un argument. Oui, c'est vrai que c'est un record de voir 9 joueurs du PSG ou 9 joueurs d'une équipe tout court présents dans une liste. Ça, ok. Mais après, moi, je compte. Je parle pas de la quantité. Moi, c'est juste la qualité, ce qui m'intéresse. Et pour moi, un Pacho, ça doit être tous les jours dans les 30. Franchement, y a pas de débat. Le mec, il est arrivé en provenance de Francfort. On se dit, bon, on va le découvrir. Peut-être qu'au début, au niveau de la relance, c'est un match à Arsenal qui a été compliqué, mais sinon, quand il a fallu élever le niveau à tous les tours éliminatoires, le mec, vraiment, il s'est mis à grimper et à être un vrai leader, je trouve, dans ce PSG-là. Liverpool, Aston Villa, Arsenal, l'Inter, franchement, il a été monstrueux. Alors peut-être que c'est la Ligue 1 qui manque de visibilité, peut-être que tu as également... c'est un défenseur, c'est un joueur qui vient d'Équateur, c'est pas assez sexy, je sais pas, mais dans une liste de 30, ouais, pour moi c'est le meilleur central de cette saison, bien sûr, ouais, bien sûr. Franchement, il aurait dû être là, quoi. Willow sur sa vidéo a fait une répartition par poste et vraiment c'est une dinguerie tous les offensifs. Bah c'est ça, c'est que très très bien parce qu'il y a des attaquants. On est dans une ère où même si peut-être que les attaquants sont moins forts que la génération précédente, les Lewandowski, Suarez, Benzema, tout ça, c'est quand même des attaquants qui statent et qui sont impressionnants. Mais peut-être un peu plus de répartition judicieuse. Après, le problème des gardiens, c'est qu'ils ont déjà leur trophée. Du coup, Donnarumma, t'es obligé de le mettre parce qu'évidemment, il est hyper important dans le sacre du PSG. Mais dans l'autre sens, tu vas te dire, bon, bah les gardiens, vous avez quand même votre trophée, donc ne nous embêtez pas trop. Allez vous battre pour votre récompense, les Viachines, machin. Et après, nous, on revient entre nous. Des fois, c'est aussi ça. En faisant un poste, un trophée spécifique pour ça, c'est compliqué. Et après, oui, sur la régularité, pas sûr qu'il y ait eu mieux la saison dernière par rapport à Pacho, là où un Guevara ou Fabien Ruiz sont moins bons en première partie de saison, Doué aussi. C'est ça, si on commence à rentrer dans le débat, de toute façon, qui doit sortir, qui doit être exclu. Alors, bien sûr, j'ai rien contre ces joueurs, mais ils ont déjà été meilleurs sur d'autres saisons, et moi, je pense qu'il y a des joueurs qui auraient pu être à leur place. Tu vois, Vinicius, pas suffisant, Haaland pas suffisant. Si tu parles du côté parisien, alors évidemment t'as une fin de saison en trombe, mais c'est vrai qu'entre Fabien Ruiz et Pacho, je mettrais plutôt Pacho par exemple. Donc ouais, non mais après c'est un débat, tu vois, tu me demandes Flip, est-ce que tu trouves vraiment le Ballon d'Or intéressant? Pour moi c'est aberrant les trophées individuels dans un sport co et je n'arrive pas à adhérer à toute cette hype. Non, enfin, moi j'en parle parce que c'est l'actu, on le demande et puis quand même ça permet toujours de faire un temps de passage sur qui a été mis en valeur ou qui n'est pas assez. Et là, je pense que ça permet de rattraper un peu le coup, que dans une liste de 30, tu vois, Pacho est disparu. Pourtant, tu vois, moi, j'étais persuadé qu'après la saison, après le titre du PSG, il y serait, quoi. Franchement, c'est ouf. Oui, après, c'est vrai qu'on parle que des Parisiens. Bon, il y a Barcola aussi, qui est quand même statistiquement, et même qui a un impact sur certains matchs. On se souvient contre City, tout ça. C'est vrai qu'il aurait pu être aussi
être aussi présent. Barella, Bastoni, Kimmich. Mais voilà, si moi je devais dire un joueur qui vraiment, je me suis dit waouh, c'est quand même chaud. Ouais, c'est pas de chaud. Et Koundé. Koundé aussi, c'est vrai que Koundé, il a fait sa saison. Mais ouais, la répartition des joueurs offensifs. Du coup, on va mettre Dembélé, Doué, Guirassy, Gyökeres, Haaland 5, Kane 6, Gvara 7, Lewandowski 8, Martinez 9, Mbappé 10, Olysée 11, Palmer 12, Rafinha 13, Salah 14, Vinicius 15. Ouais, t'en as 17 avec Wirtz et Yamal. 17 sur 30, tu vois. C'est quand même pas mal. Oui, Gravenberch. Oui, c'est vrai, Gravenberch. Après, je vais pas pouvoir mettre tout le temps des mentions et tout, mais c'est vrai, Gravenberch, il aurait pu. Peut-être que tu vois, entre McAllister et Gravenberch, par exemple, à choisir entre deux mecs de Liverpool au milieu de terrain, je mets plus la saison de Gravenberch. Même si McAllister est un joueur que j'aime énormément. Mais voilà, en fait, à chaque fois, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que on a aucun grief contre ces joueurs-là. On n'est pas en mode, voilà, on les juge, mais bon, bah, on va choisir. Il y en a d'autres qui, pour moi, méritaient plus d'être présents, quoi. Et pour toi, Pipion, la présence de Wirtz, pas forcément volée, se fait au détriment de Moussiala. Je pense que le transfert de Wirtz a joué. Ouais, non, mais c'est vrai que Wirtz, par exemple, j'adore. Je pense que vous me connaissez, hein, le petit prince Florian Wirtz. Ça fait un moment qu'on en parle, même quand il avait eu avant ses blessures au croisé, tout ça. Mais j'ai préféré la saison de Wirtz en 2023-2024. Ouais, je préfère ça, quoi. Et puis Griff va signer à Lyon. C'est vrai que ce mot Griff, il peut rentrer en compte avec le gardien slovaque de l'OL, enfin de Majorque, qui devrait débarquer à l'OL. Le plus gros absent pour vous, c'est Pacho à 67%, autre 24%, donc j'imagine que vous mettez là-dedans les Barella, Bastoni, Gravenberch, Koundé 8%, Marquinhos 0%, Barcola 2%. C'est vrai que Marquinhos a peut-être été moins impactant, mais t'as la finale, mais bon, ça en vrai je peux comprendre. Vini, tu mets top 30? Non. Non, enfin non. Non, j'avoue que je mets pas Vini top 30 moi perso. Entre Bellingham et Vini, je mets plutôt Bellingham par exemple. Euh, ouais, non mais il y a toujours des choix à redire. Après, ce que je vous le disais, hein, c'est toujours une question, c'est que on fera des débats sur présence de Pacho, mais dans 5-10 ans, je pense qu'on aura oublié. En vrai, le seul truc qui revient quand on parle des listes de Ballon d'Or et des oublis de dingue, au-delà de, bon, lui, il aurait mérité de le gagner, comme Schneider, Iniesta, voire Ribéry, c'est Milito, Diego Milito, qui est pas dans la liste des 30 du Ballon d'Or 2010. De la liste des 23, pardon. À l'époque, c'était la liste des 23. Il n'y avait pas eu Diego Milito, et ça, pour moi, ça restera le truc où j'ai jamais capté. Franchement, c'est... Waouh. Parce que Diego Milito, doublé en finale Ligue des Champions, il marque 35 buts, toutes compétitions confondues, il fait le triplé. C'est chaud, quoi. Parce que ouais, t'as Philippe Lahm, Daniel Vest, Miroslav Klose, Fabregas, Julio César, Asamoah Gyan. Bon, Asamoah Gyan, il y a forcément la CAN, enfin la CAN, la Coupe du Monde qui rentre en compte. T'as Maicon, Schweinsteiger, Müller. Tu vois, bon, t'as des très beaux noms, hein. Mais pour moi, tu peux faire de la place à un Milito tous les jours, quoi. Mais même là, tu vois, enfin après, il n'y a que 23 noms, mais t'as Julio César, Maicon, Eto'o, Schneider, t'as que 4 interistes. Alors pour moi, si tu me demandes des LDC mémorables, après, évidemment, tous les vainqueurs, tous les parcours et tout, il y en a beaucoup, mais l'Inter 2010, franchement, c'est costaud, quoi. Après 2010, est-ce que la Coupe du Monde 2010 a pas joué pour lui? Oui, c'est sûr que comme l'Argentine se fait sortir tôt, ça peut avoir un impact. Mais Milito qui soit même pas dans ces 23 là, bon, c'est quand même, tu vois, enfin faut y aller pour moi, hein. Et ouais, je te le disais, enfin dans cette Inter 2010 entre Lucio, il y avait Thiago Motta, il y en a eu du beau monde, hein. Il y avait Kivu, ils ont eu tellement de monstres, Zanetti, Stankovic, Cambiasso. Donc ouais, là pour moi c'est vraiment l'oubli, ça je m'en souviendrai. Est-ce que dans 5-10 ans, je vous dirais, oh là là, le Ballon d'Or 2025, souvenez-vous, Pacho n'a pas été là. Encore une fois, ce qui compte, c'est les trophées collectifs. Pacho est un vainqueur de Ligue des Champions. Et bah, bien sûr, pour la postérité, on retiendra cette victoire collective plus qu'un trophée individuel. Moi, je peux comprendre les débats sur ceux qui disent on en fait trop avec les trophées et tout, les trophées individuels sur ce type de prix. Mais voilà, on est aussi obligé de réagir en mode bon, on peut mettre notre petit grain de sel, on va pouvoir bien dormir ce soir, on se lèvera pas demain matin du mauvais pied, mais on peut quand même dire que c'est un petit peu abusé, non? Je pense qu'on est quand même dans notre bon droit, quoi. Ouais, quand tu vois qu'il y a 17 joueurs offensifs,
et qu'il y en a qui, bon, il y a des noms, mais voilà, hein, je pense que Pacho, évidemment, ça aurait pu être là tous les jours. Mais ouais, après, sinon, McTominay, je le redis, ça fait plaisir pour lui parce que tu pars de Manchester United un petit peu, voilà, fin d'aventure, tu dois te relancer, on comptait plus trop sur toi, enfin, c'était un peu bizarre. Et là, à Naples, t'es ressuscité, tu marques un début du titre, t'es champion d'Italie, t'es élu meilleur joueur du championnat. Ouais, ça pour le coup, c'est une trajectoire qui fait bien plaisir, quoi. Et pareil, tu vois, il y a beaucoup de Parisiens, bah, ce qui est pas mal, hein, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est la première nomination. Ousmane Dembélé, un joueur qu'on connaît depuis ses débuts à Rennes, qui a fait quand même, tu vois, cette grosse saison à Dortmund, à Barcelone, avec les blessures et certaines performances en anti, ça a été moins accompli. Il y a eu l'an dernier à Paris. Mais là, pour le coup, Dembélé, première nomination, et il peut prendre le BO. Ça, pour le coup, c'est quand même une perf qui est quand même colossale. Euh, Le Ballon d'Or a été flingué depuis l'ère Messi CR7. Maintenant, si t'es pas un offensif avec 50 GA par an, tu peux pas être Ballon d'Or. Oui, non, mais après, je pense que cette fameuse ère Messi CR7, je crois on a déjà eu ce débat l'autre jour, ça a bousillé beaucoup, beaucoup d'analyses et de manières de voir le foot. En mode, si t'es un offensif, bah, comme Vinicius l'an dernier, qui avait mis, grosso modo, j'ai plus les stats en tête, mais c'était 28 buts et 20 passes D, bah, c'est naze. Parce que à côté de ça, t'avais un des aliens qui en a mis le double, ou l'autre, tu peux te dire, bah regardez, Florian Thauvin en 2018-2019, il avait aussi ses stats, et pourtant on a pas parlé de lui comme d'un ballon d'or. Alors ok, mais est-ce que tu peux me dire si Florian Thauvin, j'ai rien contre lui, a fait une campagne de LDC comme Vinicius a pu le faire en 2023-2024? Non. C'est pour ça aussi, c'est qu'on juge les grands joueurs dans les grands rendez-vous, et Vinicius, qui n'a pas marqué un triplé à chaque match, a été extrêmement performant, très très bon. Et c'est ça il pouvait le mériter. Rodri, après, moi je l'ai dit, moi je mettais Vinicius l'an dernier, quand Rodri l'ait eu, c'est pas un scandale. Moi je pense que Vinicius, ce qu'il a plombé, c'est la répartition des votes entre les Madrilènes. Un coup Bellingham, un coup Carvaral, tout ça, quoi. Ça, pour le coup, il s'est fait punir à côté de ça, quoi. Le tweetos qui disait que Dembélé c'est sans demi-mesure, que quand il sera nominé il gagnera. C'est vrai que Dembélé c'est soit tout soit rien, et là pour le coup ça en fait partie, quoi. Donc voilà, bon, je pense qu'on a à peu près tout dit. Bon, je vais pas faire les trophées, enfin vous voulez vraiment qu'on fasse les trophées jeunes, tout ça, gardiens? Je pense qu'il n'y a pas trop de choses. Ah oui, parmi les gardiens nommés, ça j'ai une surprise de taille quand même, parce que j'ai parlé de McTominay, mais une trajectoire aussi. Matt Sells est parmi les gardiens nommés au trophée Lev Yashin. Et ça, pour le coup, en tant qu'amoureux de la Ligue des Talents, et bah pour lui, je suis trop content. Pareil, c'est comme McTominay, ça récompense une carrière. Grosse saison l'an dernier avec Nottingham. Je crois qu'il a le record de clean sheet de la saison en PL de mémoire. Et là, tu vois, je l'ai vu popper en mode tiens, tu vois, le voir dans une liste, une récompense aussi prestigieuse, ça fait plaisir. Non, il y a pas de surprise, mais en mode, tu sais, des fois, on a parlé de la fame et tout. Les gardiens, tu peux être tenté de mettre les gardiens avec le plus de notoriété, et du coup te retrouver comme d'hab dans les 10 nommés un Ederson qui ne méritait pas, tu vois. Et là pour le coup, je trouve qu'on a fait vraiment de la méritocratie en mettant Matt Sells parmi les 10 meilleurs gardiens ou dans cette catégorie de nommés pour le Levachin. Donc moi ça m'a fait plaisir, et je crois côté Lillois, il y a aussi Ayoub Wadi qui est dans le trophée Raymond Coppa du meilleur jeune. Bon, il y a aussi Yamal, João Neves, tout ça, Koubarsi. Mais tu vois, voir Ayoub Wadi, puisqu'on a parlé de Ligue des Talents, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Lui aussi, qui est vraiment un 2007, c'est très très jeune. Mais franchement, c'est le genre de petite distinction, je pense, qui fait plaisir à voir, et pour le joueur et pour le club, quoi. Donc ouais, Chevalier aussi, bien sûr, qu'il est au trophée Yashin, si on parle de joueurs Ligue des Talents. Euh, Est-ce qu'on n'irait pas sur notre petit récap mercato? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ah, Youssef qui le dit, c'est vrai. Botafogo, nommé pour les meilleurs clubs, on en parle. Parce que maintenant, en fait, le Ballon d'Or, c'est devenu une cérémonie où tu as 150 000 prix, et tu récompenses le meilleur supporter de la tribune ouest le 10 novembre. Voilà, quoi. Pour le coup, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est quand même rigolo de voir Botafogo. Après,
par rapport à leurs accomplissements au Brésil, en Amérique du Sud, ok. Mais c'est vrai que dans le contexte, guéguerre, Botafogo-OL, moi j'aime beaucoup ce genre de relation et plus de relation. Là, on est sur un divorce et je vois beaucoup de supporters lyonnais qui célèbrent les buts des adversaires de Botafogo à 2h du mat. Et ça, je me dis que c'est vraiment de la vraie hate watch. Et l'immense John Textor a encore réussi. Bah voilà, il fallait juste lui faire confiance. Quand vous donnez un projet à John Textor et que vous laissez faire ça, ça se trouve l'OL en achetant Danilo 25 millions et Matt Turner 8 millions, peut-être que dans un an, ils auraient été parmi les 5 meilleurs clubs de la planète. Donc c'est très très fort. Botafogo à win hier, j'étais abattu. Tu vois, on en revient au débat du début. Ça, c'est du bon trash talking. Ça, c'est du chambrage comme j'aime. On peut se taquiner. Là, il n'y a pas d'insulte, tu vois. On va pas aller dire Botafogo, espèce de. Là, c'est vraiment aller voir leurs résultats par rapport à ce que Textor a fait à ton club. Tu vas dire non, maintenant, je vais pas aimer ton club parce que pourtant c'est gratuit. Mais du coup, ça, je trouve ça drôle, tu vois. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur tous ces petits trophées. On a quand même des actus à aller voir. Hein. On a quand même des actus à aller voir sur tout ce qui s'est passé au niveau du mercato. Alors, il y a des dossiers qu'on avait déjà évoqués, comme Chevalier, comme Sesco, mais là, comme on a eu le fameux Here We Go, on peut un petit peu avancer et se projeter sur la suite. Là, tout d'abord, tu mets qui comme meilleur entraîneur de l'année ? Bon, là, je pense qu'il n'y a pas trop de débat possible. Hein. Je pense qu'on va tous être d'accord pour... Non, je fais pas de vanne. Non, j'aurais pu citer un entraîneur de Ligue 1 comme ça et tout, mais non. Évidemment, c'est Luis Enrique. Évidemment, Lucho, c'est impossible. Slot, non, Luis Enrique. Slot, c'est une excellente mention. Franchement, je le dis. Mais Lucho, c'est... Enfin voilà, premier entraîneur à faire gagner le PSG, une progression de dingue, tout ça, quoi. Je le mets. Et pour toi, la meilleure entraîneuse, bah, c'est celle qui a encore gagné avec l'Angleterre, qui rafle tous les trophées du foot féminin depuis 2013. J'ai vu qu'il n'y a aucune finale qui s'est jouée sans elle. Enfin, vraiment, elle est très très forte, quoi. Coach Angleterre femme. C'est Sarina Wegman, c'est ça. Elle, c'est serial winneuse du foot féminin. À chaque fois, elle arrive, elle prend un trophée. Donc pour moi, c'est elle, ouais. Euro féminin avec les Pays-Bas, Euro féminin avec l'Angleterre, vainqueur, hop, tu vois, à chaque fois, finaliste Coupe du Monde avec... Ouais, franchement, c'est elle, c'est... Ouais, je sais même pas s'il y a un équivalent d'un coach au foot masculin qui à chaque fois arrivait à toutes les finales et tout. Franchement, c'est propre, c'est très très propre. Du coup, je vous disais, on va réagir un petit peu aux dernières informations, et en plus c'est mis à jour maintenant. Regardez, il y a 1 minute. Comme d'habitude, hein, si vous avez des informations qui apparaissent, si vous avez du Here We Go en pagaille, n'hésitez pas à me l'envoyer par message. C'est vrai qu'Ancelotti à une époque où Conte dans la capacité à gagner un trophée partout où il passe. C'est vrai que ça peut y ressembler. Mais on va pas faire de comparaison. C'est plutôt peut-être... parce que là, quand tu vois qu'elle fait Euro, finale CDM, refinale CDM, encore Euro, là, pour le coup, c'est plutôt au coach de sélection d'essayer de se comparer à elle. Lucas Digne prolonge avec Aston Villa. Moi, je l'avais mis dans mon mercato idéal AS Monaco. Je trouvais que ça aurait pu être un beau renfort. Mais en Angleterre aussi, dans l'Aston Villa d'Unai Emery, il a quand même fait ses preuves. C'est un joueur fiable, hyper régulier de PL. Et même en équipe de France, il a commencé à bien concurrencer Théo Hernandez. Donc là, on a de la stabilité pour lui. Jens Kajust, l'ancien Rémois, prêté par Naples à Ipswich Town, va retourner en Angleterre. Les Tractor Boys vont de nouveau acquérir le Suédois en prêt, cette fois-ci assorti d'une obligation d'achat, comme l'a annoncé le Napoli. Jens Kajus, c'est quand même petite hype qui a assez de vite disparu, parce que lui, quand il a été annoncé à Reims lors du mercato hivernal, je crois que c'est 2023, tout le monde s'est un petit peu, même moi le premier, hein, voilà, c'était on y allait, hein, on pensait qu'on tenait un nouveau phénomène et ça a très très vite disparu. Caio Henrique, tu veux Digne. Alors, quand j'avais fait ce mercato idéal, Caio Henrique et Vanderson étaient annoncés partant. Donc c'est pour ça que je me disais il faut trouver un remplaçant côté latéral à ce niveau-là, quoi. Et Digne en Ligue 1, c'est quand même très très bon, quoi. Après Chevalier Zabarni, bon ça on va y revenir quand on va évoquer le cas Chevalier, ça par contre ça nous intéresse, puisqu'on va découvrir un nouveau joueur en Ligue 1, le défenseur central danois Lukas Høgsberg ferait l'objet d'un accord entre Nord-Jylland et Strasbourg, déjà international danois à 19 ans, 21 sélections à 19 ans,
On est quand même sur un... Ok. Lucas Osberg devrait débarquer en France. Transfert à hauteur de 15 millions d'euros hors bonus. Un pourcentage à revente a été également négocié. Donc gros achat. Le 27 juillet, le joueur avait confirmé les contacts avec le club alsacien. Ce dernier, qui a déjà recruté Sarr, Omo Bamidele ou encore Koulibaly en défense centrale, pourrait prochainement perdre Ismaël Doucouré qui n'a plus qu'un an de contrat. Donc ça viendrait remplacer Doucouré, mais après Doucouré c'est un joueur qui peut jouer un petit peu partout. Bah voilà, un Strasbourg qui va tenir son rang d'équipe peut-être la plus dépensière de Ligue 1, même si là le PSG, je pense qu'avec Zabarni et Chevalier ils vont les dépasser. Il faut peut-être aussi surveiller les dépenses de l'OM, mais en tout cas on y va quoi. Ils se sont trompés sur la photo. C'est vrai qu'on a un défenseur central sur la photo qui porte le numéro 9. Alors ce serait pas la première fois qu'on aurait un drôle de... J'ai l'impression que c'est lui quand même, hein. J'ai l'impression que Lucas Augsberg, j'ai l'impression que c'est sa bouille, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est lui, hein. Donc écoutez, alors oui évidemment, c'est que derrière à Chelsea, que si le joueur pète très très vite, il pourra aller à Chelsea, mais en attendant, ils sont quand même encore en train de se constituer une très très belle équipe. Alors, c'est ça que je me disais que c'était bizarre qu'un mec de 19 ans ait déjà 21 sélections avec le Danemark et que j'ai jamais vu, parce que ça, c'est aussi une de mes traditions, que ce soit des matchs de Conference League, d'Europa League ou de sélection. J'adore me balader sur les fiches de match, SofaScore, Forza Football, et voir des équipes. Genre, tu sais, aller voir le 11 du Danemark, le 11 de Karabakh. Vous pouvez le dire que j'ai une vie pas ouf, hein, mais moi, j'adore me balader sur ces applis et me dire, tiens, redécouvrir des joueurs, ou dire c'est quoi un petit peu ces tendances-là. Et du coup, je regarde de temps en temps les compos du Danemark, et lui, j'en avais jamais entendu parler, donc c'est pour ça. J'avais quand même le sentiment d'être passé à côté, mais non. C'est bien seulement 2 sélections avec le Danemark, et c'est une vingtaine avec les U19 danois, donc ça me paraît un peu plus cohérent, tu vois. Parce que là, on était quand même assez ouf. Et oui, Karim le dit, parmi les numéros improbables, j'ai évidemment souvenir de Khalid Boularous à Chelsea. Khalid Boularous, défenseur central, Chelsea, qui avait eu passer de très bons neufs, comme Drogba. Ils ont donné le numéro 9 à Boularous. Parce que, voilà, hein, c'est l'histoire qui veut ça. Et c'est assez drôle. Même si Drogba à Chelsea, il n'est pas le 9. C'était quoi son numéro ? C'était le 11, c'est ça. Donc, il a délaissé le 9, hein, mais un défenseur central qui porte le 9, ça c'est trop pour moi. Ça, je mets une petite croix évidemment là-dessus. Donc, Lucas Augsberg, 2006, 19 ans, 1m87, qui a déjà joué avec Nord-Jylland 36 matchs. Ok, donc c'est vrai que ça n'a pas une grande expérience, mais tu sens là c'est le scouting qui se dit on a les moyens d'aller sur un décès comme ça et on va pouvoir nettement mettre le prix. Donc un talent de plus à découvrir en Ligue 1, et c'est vrai que cette équipe elle en fait beaucoup. J'avais vu une autre information sur le mercato strasbourgeois, et ça pour le coup ça peut être un petit bouleversement parce que c'est quand même un joueur majeur, à l'image de Petrovic, d'André Santos, qui ont quitté le club cet été. C'est Dylan Bakwa. Strasbourg refuse 28 millions d'euros de Nottingham Forest pour Dylan Bakwa. Est-ce qu'ils reviendront à la charge ? Strasbourg espère entre 30 et 35 millions, qui a donc refusé cette offre de 24 plus 4 en bonus. Une autre proposition est donc attendue pour les droits, qui était absent lors des matchs amicaux mercredi. Il était malade. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, c'est une grosse offensive. Franchement, ça... Un club anglais qui va aller chercher un ailier, je pense que Dylan Bakwa, il est forcément dans des shortlists. Et je dis pas ça parce qu'évidemment il est formé à Bordeaux, que c'est un joueur que j'apprécie énormément sur le terrain, mais pour le coup c'est jeune, ça a encore une sacrée marge de progression, mais sur le développement et ce qu'il a déjà montré, c'est un profil très remuant. En Bundesliga, je vous fais pas un dessin, je pense qu'il fera un carnage, mais en Angleterre, une équipe comme ça, comme Nottingham, je pense que ça pourrait être bien. Après, à voir, il peut avoir mieux. C'est de la première ligue. C'est une équipe qui a terminé européenne. C'est, tu vois, et Strasbourg en attend entre 30 et 35. Quel autre club de PL, tu vois ?
Est-ce que c'est mieux d'aller à... Tu vois, par exemple, s'il devait aller en PL, évidemment, je te dirais tous les jours d'aller à Newcastle, d'aller à Brighton, mais peut-être qu'ils ont moins de besoin que Nottingham d'aller chercher un ailier supplémentaire après le départ d'Elanga, justement à United, à Newcastle United. Donc ouais, à voir quoi. Ça commence à bouger du côté de Strasbourg. Abid Diarra, c'est vrai que j'ai pas parlé d'Abid Diarra dans les départs majeurs, bien sûr, qui est très important. Doucouré, c'est vrai que si tu as Petrovic, Doucouré, André Santos, Diarra, Bakwa, ça te fait quand même une petite colonne vertébrale en moins. Donc on sait que Strasbourg a beaucoup recruté, qu'ils ont pris sur le papier de très bons jeunes qui vont sans doute s'adapter, s'acclimater, mais faut jamais banaliser des départs aussi nombreux parmi tes titulaires. Donc il faudra voir un petit peu après. Je pense que on est dans une ère de Ligue 1, fin de saison, où tu as beaucoup de clubs qui souffrent quand même du contexte économique difficile, qui ont du mal par rapport aux droits télé à faire des transferts. Enfin, tu vois, Lille, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi qu'ils n'arrivent pas à faire leur numéro 9 remplaçant de David. T'as des clubs qui font des économies un petit peu de partout. Eux, Strasbourg, tu vois, ils envoient. Moi, je pense qu'ils feront mieux que 7ème, qui était leur place l'an dernier. Est-ce qu'ils peuvent viser la LDC? Ça dépendra d'eux et aussi de la concurrence. Ils arrivent à... Parce que c'est encore une fois, dans ce genre de course à l'Europe, il y a de l'expérience, il y a de la jugeote qui va rentrer en compte, quoi. Guéladoué, Guéladoué, ça parlait beaucoup de lui au Milan. Et là, depuis, la piste a un petit peu disparu, voire refroidi. Tu vois, un Guéladoué, par exemple, si j'étais le PSG pour faire souffler Hakimi et même Doué, Guéla, au-delà de retrouver son frère, c'est aussi un joueur qui a déjà joué en défense centrale. Tu vois, si tu veux faire souffler, tu vas prendre Zabarni, donc peut-être ça fera un petit peu trop. Et derrière Hakimi, tu auras quand même des miettes, mais un Guéladoué en doublure, moi je trouve que ça aurait du sens. Mais on sait que Strasbourg en demande 15 millions et peut-être que des clubs sont pas prêts à la quoi. Après là, Strasbourg, ils repartent à zéro, on dirait. Non, ils repartent pas de zéro parce que t'as des joueurs qui étaient déjà là la saison dernière. Barco, Emega, Nanassi. T'as derrière des joueurs, enfin Mamadou Sarr qui a fait la saison complète, Guéladoué qui est pas encore parti. Donc non, t'as des changements à hauteur du 11 titulaire, je pense 45-50%, quoi. C'est pas non plus, tu vois, un bouleversement total. Donc on va voir. On va voir côté strasbourgeois comment ça a bougé, mais c'est vrai que comme l'an dernier, on va voir un petit peu comment ça a tourné pour eux. Ah, une actu qui concerne de loin les Girondins. Alexis Pitou, passé par Bordeaux, passage un petit peu anecdotique, voire très décevant, on peut le dire. Hein. Janvier 2023, janvier 2024, va poursuivre sa carrière au Danemark. Il s'est engagé pour un an avec le Velge Boldklub. Franchement, le nom du club qui est juste là pour la prononciation difficile. Maintenu de justesse en D1 la saison dernière, ok. Rodez signe un attaquant formé au PSG. Kenny Naguera rejoint le RAF. L'attaquant formé au PSG arrive dans l'Aveyron en provenance du RAL La Louvière, fraîchement promu en D1 belge. Le joueur de 23 ans a signé jusqu'en 2028. Et d'ailleurs, j'ai vu que, en parlant de Rodez, que Nkada, meilleur buteur, un des meilleurs buteurs de Ligue 2 l'an dernier, a rejoint le Standard. Donc, ami belge, prenez-en soin. Parce que franchement, il m'a beaucoup plu en Ligue 2 l'an dernier. J'avais mis dans le mercato idéal de Toulouse. Un peu frustré de ne pas le voir en Ligue 1. Mais ouais, là pour le coup, on verra ce que ça donne en Belgique. Parce que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en Belgique, on sait bien scouter, recruter et développer. Et lui, pour le coup, Nkada, ça se trouve, dans un an et demi, on verra transfert à Brentford pour 25 millions d'euros. C'est une théorie où ça peut aller très très loin. Je lui souhaite, hein, mais c'est vrai que ça peut le faire. Ah, tout peut arriver pour Nico Jackson, nous dit Maresca. C'est vrai qu'avec tous les renforts côté Chelsea, Liam Delap, Joao Pedro, tout ça, et peut-être d'autres qui vont arriver, Enzo Maresca, l'entraîneur de Chelsea, compte sur Nicolas Jackson, mais sous-entend que l'attaquant sénégalais ne sera pas retenu si une offre conséquente convient au Blues. C'est vrai que apparemment j'ai vu qu'il demandait peut-être 80 millions, ce qui est quand même un peu démentiel, que Newcastle s'était intéressé à lui pour remplacer Isaac. Donc pas simple, hein. Franchement, c'est dur. Inigo Martinez pourrait partir. Alors là vous m'intéressez parce que c'est une info qui tombe en direct. Et ça, j'étais persuadé que lui, il continuerait une saison et qu'après, tu vois, tirer peut-être sur un départ parce qu'il a fait une très très bonne saison. Ah ouais, breaking, Inigo Martinez, coup de livre Barcelona. Inigo Martinez pourrait quitter Barcelone avec effet immédiat. Le défenseur et le club discutent des possibilités
de sortie avec des clubs de Saudi Pro League, Al Nasser notamment. Bah franchement, moi déjà que je pensais qu'il fallait prendre un décès supplémentaire au Barça, peut-être falloir en chercher un autre. Ça veut dire qu'Araujo va rester, c'est sûr. En mercato, en joueur pour le remplacer, t'as pas 100 000 solutions, avoir le prix aussi. Mais j'avoue que Nico Schlotterbeck de Dortmund, moi, c'est le truc qui me paraît le plus flic compatible et le plus Barça compatible. Après, Martinez, est-ce qu'on n'est pas sur une saison one-shot? J'ai du mal à voir continuer sur cette lancée. C'est vrai, mais entre Inigo Martinez, avec cette interrogation de pouvoir faire une deuxième saison à ce niveau-là, et Araujo, qui pour moi a fait trop de bêtises et pas assez concentré, n'a pas progressé. C'est vrai que c'était l'un ou l'autre pour le Barça. C'est vrai que si tu avais un départ à faire partir, peut-être que c'était le cas. Mais en vrai, Nico Martinez, je vois pas pourquoi tu vois il déclinerait du jour au lendemain. Peut-être qu'il serait moins fort, mais comme l'an dernier, il a été très très bon. Je pense que même s'il était, tu vois, l'an dernier pour moi c'était un 8 sur 10. Si même c'était un 7 ou 7,5, ça vaudrait le coup de garder pour une saison supplémentaire. Donc à voir. Ils veulent donner un vrai rôle à Araujo, titulaire plus capitaine. Bah, franchement, force. Hein. Après, ça se trouve, le joueur, comme il a fait un peu de passage par le banc, il s'est remis en question et tout. J'espère pour le Barça. Hincapié, pourquoi pas. Parmi les défenseurs de ce type-là, peut-être que ce sera... C'est vrai qu'il y a Christensen qui est toujours là. Christensen qui est un peu ta variable d'ajustement pour le retour au 1-1, inscrire des joueurs, tout ça. Mais on verra. Je pense que le prix doit être énorme pour la Saudi. Après, c'est vrai que si pour un défenseur de 33 ans qui va sur ses 34 de mémoire, Inigo Martinez, c'est quoi son âge exact au vieux père? 34 ans il a. 34 ans. C'est vrai que si tu proposes, si Al Nasser arrive avec une offre de 30-35 millions d'euros pour un défenseur de 34 piges, tu réfléchis en termes économiques, pourquoi pas? En vrai, je peux comprendre que la stratégie s'entende. Loukeba en vrai. Ouais, Loukeba, en plus, gaucher. Ouais, ça peut être une bonne option. Moi, je pense qu'avec Hincapié, Loukeba et Schlotterbeck, on serait sur le remplaçant le plus intéressant, je pense. Vas-y, je vous mets le petit sondage vite fait pour le Barça. Évidemment, je vais pas mettre les trolls type voilà, Beraldo, tout ça. Schlotterbeck. On a donc Hincapié. Et on a que des défenseurs de Bundesliga. Hein. C'est vrai que c'est le cas, quoi. Après, comme Baldé est souvent blessé, Inigo a des pannes à gauche. C'est vrai que ça peut lui arriver. Il t'offre aussi cette polyvalence. Après avoir peut-être que le Barça sur la fin du mercato va réussir à trouver un défenseur supplémentaire dans ce registre-là. Du coup, on va reprendre un petit peu nos informations. Bon, Hugminson, ça y est, qui a quitté Tottenham pour rejoindre LAFC. Ça, on l'a vu. Beaucoup d'hommages, d'émotions. Et je peux le comprendre parce que même si là, vous allez faire les vannes sur Tottenham et les trophées, c'est quand même un joueur, une légende de Tottenham, un mec qui a marqué son époque aussi en Première Ligue. Donc c'est vrai que c'était un des visages. Après, pour moi, c'était la fin de l'aventure et même, j'ai envie de dire, la fin du parcours européen parce que je trouvais que Son était arrivé un petit peu, tu vois, c'était difficile. C'était difficile au bout d'un moment, quoi. Donc logique de le voir partir. Omari en prêt à Hambourg. C'est vrai qu'on va parler du mercato du Stade Rennais tout à l'heure. Warmed Omari s'engage avec le Hambourg SV, pensionnaire de Bundesliga, sous la forme de prêt avec option d'achat. C'est un joueur qui a du potentiel, mais qui a été plombé par des erreurs et qui a jamais su retrouver ses bonnes premières sorties avec Rennes. Je l'enterre pas. Et la Bundesliga pour se relancer, même si c'est avec un promu, que du coup, c'est jamais simple. Mais Hambourg, c'est quand même un club avec un vrai passé historique. Et du coup, là, il va se retrouver dans des ambiances, ça va être sympa. Je me dis que lui, on pourrait le revoir un peu plus tard, quoi. Là, c'est clair, quoi. Le HSV en Bundes, c'est les émotions. Tu dis ça, Thibaut, parce que comme le Bayern, vous allez essayer de leur mettre 4-5-0 à chaque fois et que ça va compter pour la différence de but. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que beau passage à l'OL. C'est vrai que son passage à l'OL, on s'en souviendra pendant un petit moment. Salut l'artiste. On parlait du mercato saoudien. Al Nasser active la piste Wissa, l'international congolais Yohan Wissa, convoité notamment par Newcastle, Tottenham et Neom, a vu le club de CR7 faire une approche ces derniers jours.
Le montant n'a pas filtré, mais Al Nassr serait prêt à y répondre. Les dirigeants saoudiens discutent désormais à leur tour pour convaincre Brentford, l'attaquant et son entourage de rejoindre CR7 et ses partenaires à Riyad. Depuis quelques semaines, Newcastle, Tottenham et Neom sont entrés en contact avec les Bees pour trouver un accord, mais les exigences du club londonien sont pour l'instant jugées trop élevées. Ouais. Ils nous ont déjà cassé ce duo mythique Wissa et Mbeumo, et en plus là, ils vont totalement les éloigner. C'est difficile. Ce match contre Bourgoin, c'est vrai qu'Omari, il a fait ce match de Coupe de France qui était un peu ignoble, comme tous ses coéquipiers, mais lui, pour le coup, ça l'a vraiment bien plombé dans ce sens, quoi. Ouais, donc on verra un petit peu pour lui, mais c'est vrai que à Newcastle, je pense que ça aurait été pas mal, même si lui, il préfère peut-être évoluer dans une attaque à deux, mais ça aurait été intéressant. Tottenham, sur le front de l'attaque, il y a Dia Kudus, il y a Solanke, il y a du beau monde, mais il n'aurait pas fait tâche. Donc ouais, pourquoi pas. Ah, là, on va parler un petit peu de l'OM. L'OM discute aussi pour Amin Adli, l'ailier de Leverkusen en plus de Zegrova. Et si finalement ce n'est que partie remise, et si l'histoire entre Amin Adli et l'OM allait finalement commencer 4 ans après les contacts avancés, lorsqu'il était le meilleur joueur de Ligue 2 avec Toulouse. Après 4 saisons à Leverkusen, Adli n'a pas caché qu'il ne dirait pas non à un nouveau projet. Toujours attentif aux opportunités de marché à la recherche d'un offensif supplémentaire, les dirigeants phocéens ont débuté des discussions pour connaître la faisabilité d'un transfert international marocain, car sélection un but. Mehdi Benassia, le directeur du football de l'OM, connaît bien Adli et son entourage. Pour Edon Zegrova, Marseille attend de pouvoir régler un problème de joueurs extra-communautaires pour avancer plus concrètement. Les discussions avec le LOSC n'existent pas encore, elles ne sont qu'embryonnaires avec les liés. Bon, on va voir, hein. On va voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que l'OM, je sens que ça va se terminer avec un départ de Jonathan Rowe, qui est suivi par des clubs de Serie A, un petit peu de PL, et qui vont essayer de prendre un mec un peu plus fiable. Parce que même si Jonathan Rowe a un profil kiffant, le but contre l'OL, tout ça, j'imagine qu'ils ne sont pas pleinement satisfaits de ce qu'il a pu faire. Après, bon, il n'a pas été titulaire à tous les matchs non plus, mais aller chercher un Adli, tout ça, ou un Zegrova, tu sens que tu veux passer un petit cap. Même si c'est vrai que Zegrova, c'est plutôt à droite pour le coup, quoi. Sérieux Neom, quand je vois Bouabré, Zézé qui partent là-bas et RMC qui disent normal ils prennent l'oseille, la grosse blague. Bah Neom c'est le poil à gratter de ce mercato, hein. Côté Ligue 1, voilà, on savait qu'en plus le marché saoudien allait revenir et c'est le cas. C'était pas que juste la vague de 2023, ils sont là. Mais c'est vrai que Neom qui s'attaque aux jeunes joueurs français, ça par contre c'est un autre sujet. Ça pour le coup on passe dans une autre étape avec Enzo Mio aussi. Également cette équipe qui va prendre les très jeunes que sont Simon Bouabré, Nathan Zézé. Là je suis d'accord, là par contre il y a un vrai sujet à discuter. Ça on va tous être sur le coup. Et je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait un petit édito comme ça dans un journal. Je pense que c'est votre journaliste préféré. Bon allez, hein, on va faire un peu d'autopromo. Hein. Hop, l'Arabie Saoudite est-elle en train de sacrifier l'avenir du foot français à coups de millions? Bon, le titre, hein, on s'est peut-être fait un petit peu. C'était pas le titre de base, il a été changé pour avoir un peu plus d'impact, mais c'est vrai qu'avec cette histoire de mercato saoudien, on a quand même un vrai sujet. Un vrai sujet, c'est l'équipe de Neom. On sait qu'il y a Christophe Galtier derrière, avec du coup qui a déjà fait Lacazette, Marcin Bulka, Koné de Reims, il y avait Ben Rama dont l'option d'achat a été levée. Maintenant, tu as aussi Bouabré, Zézé. S'ils ont eu envie de faire Guessant, voire Wissa, vous pouvez vous douter qu'ils vont continuer à approcher des attaquants. Et quand je parle d'attaquants, je pense qu'ils vont essayer de faire peut-être du Kalimundo, du Ablin, voire du Stassin. Donc je pense que ça va être de tous les côtés jusqu'à la fin du mercato. Donc eux, pour le coup, avec de tels moyens, c'est quand même assez chaud. Ouais. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Oui, on a un latéral gauche ghanéen qui débarque à Saint-Étienne. Ebenezer, Hanan et Stefano, latéral gauche de 22 ans, arrive en province d'Étoile Rouge de Belgrade. Le Ghanéen formé à Bologne a signé jusqu'en 2028 et portera le numéro 19. C'est vrai que on a la Ligue 2 qui reprend. J'ai parlé de la Ligue 1, mais c'est vrai qu'on a notre bonne vieille Ligue 2 qui est là, avec des matchs. Du coup, on va avoir Guingamp-Le Mans, Pau-Annecy, Dunkerque-Clermont, Laval-Saint-Etienne, Boulogne-Bastia reporté parce que vous savez que la salle d'Ajaccio malheureusement disparaît, a été rétrogradée en national et n'a pas pu se mettre aux normes et du coup Boulogne monte à la place. Donc on verra pour le match reporté Rodez-Nancy, 3 Grenoble, Montpellier Red Star et Amiens-Reims. Donc ça y est,
Et ce qui est très bien, c'est que j'aime beaucoup ce petit multiplex là, samedi 20h. On va peut-être jeter un petit coup d'œil, parce qu'évidemment, voir comment Montpellier va essayer de se relever de sa saison ignoble de l'an passé. Saint-Étienne qui était pas loin de se maintenir, mais qui avait trop de lacunes défensives. Avec quel 11 ils vont repartir, quel nouveau talent, ça va être intéressant. Et ouais, on va voir comment ça évolue. Et même tu vois, le petit Guingamp-Le Mans, 14h samedi, comme ça là. Voilà, petit barbecue. C'est beau ça, hein, hein. Ça va être quand en bagne pour moi demain soir. Attends, ce qui veut dire qu'il y a aussi du national qui reprend demain. Ça y est, hein, la saison, elle est repartie. Hein. Programme complet du national. Orléans-Dijon, Châteauroux-Valenciennes. Valenciennes, très gros mercato. Valenciennes qui fait vraiment figure d'épouvantail dans ce championnat. Paris 13 Atlético Quevilly, Caen en bagne. Stade Briochin Versailles. Bourg-Perona, Ajaccio. Alors à voir avec le cas des Corses. Rouen-Fleury. Le Puy-Foot, Sochaux et Villefranche-Beaujolais, Concarneau. Pas mal, hein, pas mal du tout. Franchement, on va voir ce que on va voir ce que ça donne. Hein. Il lit jamais le chat en fait. Non, Martha, c'est juste que y a beaucoup de messages et que je peux pas tout relever. Mais ne t'en fais pas, j'ai vu ton message par rapport au maillot des Girondins. Les Girondins qui sont passés du côté d'Hummel, qui pour moi Hummel est évidemment un équipementier plutôt estampillé hand, je vous le dis très clairement. Du coup, les voir dans le foot, ça me fait toujours bizarre. Mais ils ont fait des beaux maillots au Werder Bremen. Peut-être un peu moins fan de ce qu'ils ont fait à Saint-Étienne. Et Bordeaux, on va voir. J'ai vu les visuels. L'extérieur, pourquoi pas, mais le domicile, j'ai un très gros doute. Mais j'attendrai les visuels officiels pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon, c'est comme d'hab, hein, qui floquait derrière le maillot. L'an dernier, on avait Andy Carroll. Là, la question, elle va se poser. Hein. Franchement, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple de trouver un heureux élu. On parlait de Ligue 2, justement. Jordan Ferry quitte Montpellier, rejoint la Sampdoria Gênes en Série B. Nouveau projet pour lui. Carrière exclusivement en Ligue 1. Lui, mieux de 33 ans, découvre l'étranger pour la première fois. 358 matchs dans l'élite, qui s'est engagé à la Sampdoria, pensionnaire de Série B. Maintenu in extremis en fin de saison. Il a été approché par la Turquie finalement. Il va aller en Italie. Donc voilà, de toute façon, Montpellier avait besoin de se débarrasser de ses gros salaires. Ça continue d'avancer pour eux. Visite médicale au Quai Portovin. Comme annoncé, Flotov, arrivé dans le nord de la France mardi soir, a passé mercredi sa visite médicale préalable à sa signature à RC Lens. Tout s'est bien passé pour le champion du monde 2018, dont l'arrivée devrait être officialisée ce jeudi. L'attaquant de 32 ans, acheté pour un montant d'environ 6 millions d'euros à l'Udinese, où disposait encore d'un contrat, va s'engager pour 3 ans avec les 100 et or. Ok, très très bien. Ça, pour le coup, c'est une information qu'on retient. Avec Flotov, un renfort forcément crucial pour le RC Lens de Pierre Sage. Ritsu Dohan, et ça c'est un mouvement, on se disait qu'il n'y avait pas beaucoup de mouvements en Bundes. Ça pour le coup, Francfort qui mise 21 millions d'euros sur l'attaquant de Fribourg, international japonais, Ritsu Dohan de 27 ans. Ça, 10 buts et 8 passes D. Ça, j'aime beaucoup cette opportunité, même si c'est pas un numéro 9, c'est un offensif qui va te faire du bien. Et je crois que nos amis de Francfort vont encore le faire, puisque Eli Wahi a pas mal marqué en préparation. Donc vous savez ce qui va se passer. Tottenham va mettre 85 millions d'euros lors du prochain été, et Francfort va encore tenir son rang de magicien absolu du mercato. Hugo SSE qui dit on est sur un latéral droit de 18 ans, 5 millions, Stojkovic. On a devancé Brighton Leverkusen. Franchement, le mercato de Saint-Étienne en Ligue 2, qui est déjà l'un des plus onéreux, je crois. On va regarder ça très sérieusement, parce que là, les mecs, ils envoient. Là, ils envoient bien. Et c'est vrai que si Horneland, et même le projet stéphanois, ça a réussi à convaincre des joueurs, on sait jamais, c'est la vérité absolue, qui était aussi dans le viseur de Brighton Leverkusen. Là, tu dis, ok, franchement, c'est fort. Mais en fait, c'est ça, c'est que Saint-Étienne met beaucoup plus de sous que plein de clubs de Ligue 1. Pour moi, ils ont perdu un an. C'est pas la fin du projet, parce que le projet, il en est qu'au début, il va continuer. Mais quand tu vois les moyens que tu es capable de mettre sur ce mercato d'été, c'est tellement dommage de ne pas les avoir mis à l'hiver dernier, quand la situation n'est pas encore alarmante au possible, et tu savais que tu avais besoin de renforts, notamment des latéraux. Franchement, c'est tellement dommage, parce que là, l'équipe de Ligue 1 que tu aurais eu l'an prochain, en gardant David Ajulis, Tassin, parce que là, ils peuvent encore rester, mais tu as toujours ce flou, parce que tu es en Ligue 2, c'est pas évident. Scipion, tu as parlé de Baleba United, j'en ai pas encore parlé, on a terminé d'ailleurs notre petit tour d'horizon de l'actu. Je pense qu'on va évidemment évoquer
les actus mercato, à commencer par Cesco, United, et du coup la possibilité de voir Baleba arriver. Alors United qui est en train de se faire un mercato totalement fou d'un point de vue financier, parce que même si le club le plus dépensé c'est Liverpool, là avec Cesco 85 millions, Cunha 70 et Mbeumo 80, on est sur trois offensifs qui vont coûter 235 millions d'euros. C'est un sacré montant. Il y en a d'autres qui le mettent aussi, avec Liverpool, Ekitike, Wirtz, tout ça. Mais sincèrement, ce qu'est en train de faire United, tu sais que tu as des informations sur, voilà, il y a des grosses économies qui sont réalisées. Tu as l'ambition pour le club de retrouver évidemment cette Ligue des Champions et tu as ce besoin impératif. Tu as fait beaucoup d'économies de salaire, tu as vraiment privé certains salariés de bénéfices, de points positifs. Du coup, tu mises tout sur l'équipe première. Ça passe ou ça casse. Tout ça pour continuer à finir 10e en étant nul. Écoute, de toute façon, là, déjà que l'an dernier, il n'y avait pas trop de mansuétude, et même depuis pas mal de temps, on est obligé d'être hyper exigeant avec United parce que c'est Manchester United et qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont dépensé, qu'ils ont fait à n'importe quoi. Là, il va falloir que ça prenne très très vite. Moi, Cesco, je le redis, c'est un attaquant qui, en 2028, sera sans nul doute le top 3 des attaquants de sa génération, et même je pense qu'il peut rejoindre une top 3 tout court. Est-ce que c'est lui qui sera top 3 immédiatement? À partir de quand il y aura le déclic? Je sais pas. Mais en tout cas, ils achètent un gros potentiel. Et si ça prend très vite, là, tu as un neuf qui peut t'apporter beaucoup de choses. Est-ce qu'il va falloir attendre jusqu'en 2026-2027? Évidemment, je pense que par rapport au talent potentiel du garçon, c'est mieux que Zirkzee, c'est mieux qu'Oilund. Mais eux ont échoué. Est-ce que lui va pouvoir réussir là où beaucoup de neufs se sont pris les pieds dans le tapis? À voir quoi. United a un effectif pour jouer en 4-3-3. Ce qui est sûr, c'est que tes trois offensifs, est-ce que tu peux en mettre un sur le banc? Parce que j'ai vu la possibilité de voir un Bruno Fernandes intégrer le trio et ne pas être reculé. En tout cas, c'est sûr que 4-3-3, et on sait qu'on a un Amorim qui est très attaché à son système à trois défenseurs et des pistons. Il a beaucoup fait avec Dorgu, Dalot, Diallo. À voir. Ce qui va pouvoir un petit peu bouleverser, changer. Mais ce qui est sûr, c'est que United l'an dernier, il faut que ça prenne très très vite. L'an prochain. Bon, l'an dernier, ça n'a pas pris. Mais trio de devant, Cunha, Mbeumo, Cesco. En vrai, tu prends ce trio-là, tu rajoutes un milieu de terrain avec Kobe Mainoo, Bruno Fernandes. Pourquoi pas, tu mets un Casemiro et t'alternes évidemment devant avec Diallo, tout ça. Défensivement, t'as Yoro, je pense que ça va pas le progresser. T'as toujours des doutes sur le gardien. Je pense que c'est pour ça que Donnarumma. Et j'ai vu la question d'un viewer plus haut sur est-ce que finalement vendre Donnarumma c'est pas non plus un drame. C'est vrai que Donnarumma, il y a le Challenge United, il est très compliqué, mais là pour le coup, par rapport à Onana, évidemment, je le prends tous les jours. Dorgu, Martinez, Mazraoui, De Ligt en défense. C'est vrai que tu as des possibilités, mais moi je pense que Yoro, je le mets vraiment quand même, tu vois, un peu titulaire indiscutable parce que je pense qu'il a le potentiel pour aller très très haut et c'est le moment pour lui d'avoir ce déclic et de continuer sur sa lancée, quoi. Even aussi, c'est vrai. Non, t'as un effectif qui est présent du côté des Red Devils, mais ouais, là, quand t'auras pas de match, t'es pas européen, donc t'auras pas de match en milieu de semaine, tu vas tout jouer sur la PL, là, t'as vraiment pas le droit de te louper, quoi. Est-ce qu'ils auront les épaules solides? Parce que là, la pression elle sera maximale, pardon. C'est ce qu'il faudra voir. Moi, j'ai envie de laisser encore une fois sa chance à Amorim parce que il arrive en cours de saison, c'était un timing désastreux. Mais là, vraiment, il va falloir que ça passe un petit peu à l'étape d'après, quoi. Là, pour moi, on peut plus être dans le mode on est prudent et tout, quoi. Ouais, surtout que t'as que Rashford qui est parti, t'as Lindelof, Eriksen, Johnny Evans, les fins de contrat, t'as encore tous les indésirables que sont Højlund, t'as également Sancho, Garnacho, t'en as du monde, hein. Højlund à voir. Mais seulement, moi je le tège, tu vois. Moi je le tège tous les jours, hein. Je ne garde pas. Ouais, là t'as des mouvements à faire. C'est vrai que j'ai oublié Ugarte parmi les possibilités au milieu de terrain. Donc ouais,
Est-ce que tu penses qu'Amorim est le bon coach pour United? De toute façon, pour moi, si United voulait regagner immédiatement, fallait prendre Antonio Conte. Tu vois, si vraiment tu voulais ce projet court moyen terme, parce que Conte, tu peux pas non plus lui donner 4-5 ans, mais si tu voulais remettre United au moins sur la carte du football de l'Angleterre, fallait prendre Conte. Sauf que il est pas dispo. T'as tenté le choix d'Amorim, qui est un coach voilà, qui fait partie d'une nouvelle génération, une nouvelle approche. Sauf qu'entre réussir au Portugal et arriver en PL dans un club qui était déjà mal géré, qui était un petit peu en bordel après le départ de Ten Hag, bon courage quoi. Et là en plus, t'as beaucoup insisté sur ce système. T'es arrivé en finale d'Europa League, t'aurais pu faire une vraie belle bascule en gagnant l'Europa et en étant vainqueur de LDC. Mais là, t'as pas su le faire. Sesko, qu'est-ce qu'il va pouvoir t'apporter? Pour moi, il va pouvoir t'apporter sa puissance, sa capacité à prendre la profondeur, à être aussi un point d'ancrage à la surface. Mais c'est un mec qui ressemble évidemment un petit peu à Haaland dans la gestuelle. Ouais, c'est top. Franchement, lui pour le coup, je pense que ça peut être vraiment il peut te changer beaucoup de choses. Est-ce que ce sera dès le mois d'août 2025 ou est-ce qu'il faudra attendre des temps de passage? Je sais pas. Mais à 85 millions d'euros, de toute façon, tu peux pas non plus être éternellement indulgent. Et même si c'est des prix Première Ligue, t'es obligé d'en vouloir plus. C'est clair. Quand Højlund arrivait, on se disait aussi c'était top. Franchement, Højlund, on était là en mode ils veulent prendre leur gros neuf puissant, tout ça. Parce que c'est vrai qu'entre Sturm Graz et Atalanta, il avait montré les choses. Après, statistiquement, c'était pas ça. Sauf que lui, il s'est fait totalement avaler par un truc. Après, Højlund, pas de mauvais joueurs que des mauvais contextes. Højlund, si tu le fais partir et qu'il rebondit ailleurs, je suis persuadé qu'il peut t'apporter. Højlund, tu le mets dans une équipe de Bundesliga qui tourne bien, ça te fait des saisons à 20 buts. Ça, franchement, il n'y a pas trop de doute. Même en Italie, un retour, tout ça. Højlund, le Milan est dessus. Tu vois, pourquoi pas. Franchement, Milan, qui joue pas de Coupe d'Europe, ça pourrait être une bonne idée. Ah oui, Baleba, t'en penses quoi? Baleba, évidemment, je suis très très fan. J'avais évoqué son nom dans un mercato idéal PSG. Après, pour moi, Baleba, s'il arrive, c'est pour être titulaire. Et là, est-ce que pendant ce PSG-là, 2025-2026, il faut pas mieux prendre un milieu de complément plutôt qu'un titulaire pur et dur? Parce que là, Fabien Ruiz, Vitinha Neves est très bien installé. Je pense que Fabien Ruiz, peut-être à l'été 2026, tu peux faire le point. Mais forcément, pour moi, un Baleba au PSG, ça creverait l'écran. Et United aussi. En plus, il connaît bien la PL, il connaît très très bien l'intensité, et puis c'est un joueur qui sait faire tellement de bonnes choses. À Lille, on l'a vu, mais on l'a trop peu vu, pas assez vu, parce que sinon, sur ce qu'il te fait, franchement, je suis assez enchanté. Pour moi, Sesko, c'est un game changer pour United, et là, avec l'attaque Cunha, Mbeumo, Sesko, Fernandes qui va redescendre au milieu. Franchement, c'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord. T'as l'équipe pour jouer en 4-3-3, qui pourrait être vraiment sans Coupe d'Europe, en vrai, ils doivent pouvoir jouer le coup à fond, quoi. Et là, après, on sait que désormais, comme l'APL obtient de très très bons résultats en Coupe d'Europe, un petit peu comme l'Espagne, je pense qu'il pourrait même récupérer une 5e place, débloquée grâce au l'indice UEFA. Cette équipe pue la 10e place. De toute façon, est-ce qu'il n'y aura pas de juste milieu comme d'habitude? À savoir, soit ça fait une saison encore moisie que l'an dernier, même si l'an dernier, pour faire aussi moisi, il faut y aller, soit ils font objectif, ils retrouvent la LDC, puis on se remet à y croire. Parce que c'est vrai que même si United, ces dernières années, a déçu, ils ont quand même fait, tu vois, des top 2, des top 3 des qualifications pour la LDC. Sous Mourinho, sous Solskjaer de mémoire, sous Ten Hag. Tu vois, c'est-à-dire que même quand il y a des années et des décennies creuses, c'est le cas quand tu vois l'histoire de United, ce qui se passe depuis 10 ans, c'est une anomalie totale. Mais ils arrivent quand même, tu vois, à jamais... Bon, c'est vrai que là, t'as enchaîné 8e et 15e. Ce qui est pas ouf. Mais tu vois, t'as fait 3e. Là, t'as fait 2e sous Mourinho. 3e avec Solskjaer en 2019-2020. 2020-2021, tu fais 2e. Là, tu fais 3e sous Ten Hag il y a 2 saisons. Donc, même en étant un peu ignoble, là, le problème, c'est qu'ils ont vraiment enchaîné ce qu'il fallait pas, quoi. 8e et 15e. Du coup, c'est quand même un club qui peut réussir à rebondir, quoi. Tu penses que la bulle MU va exploser un jour? Ça licencie 200-300 salariés à quelques mois pour faire des économies, ça explose le mercato avec 180 millions sur 3 joueurs.
C'est toujours la même question. Ce sont des grands financiers, ce sont des personnes responsables. J'imagine qu'elles savent ce qu'elles font. Mais attention, attention, parce que ouais, ça doit vite prendre. Bah, c'est Romain Molina qui a fait un tweet d'alerte là-dessus. On peut lui faire confiance. Mais c'est vrai que Ratcliffe, entre ce qu'il a fait à Nice et là son début d'aventure avec Ineos à United, j'attends vraiment. Là maintenant, il faut me donner des preuves, il me faut du concret. Je pourrais pas me contenter de deux trois bons matchs par-ci par-là. Encore une fois, il y avait une tonne d'emplois fictifs à Manchester. Molina connaît rien à la situation de Manchester. Alors, c'est vrai, hein, mais après, on sait que bah, la dette à United, tu vois, enfin, je veux pas m'avancer, hein, mais on sait qu'il y a eu quand même des choses assez folles, hein, comme somme, quoi. Sur les derniers rapports de Manchester United, la dette totale d'entreprise est de 0,79 milliards, donc 799 millions. Euh, c'est quand même, tu vois, t'es quand même sur une dette totale qui est pas mal, hein. On est bien là. Après, évidemment, il y a toujours de la recette, t'as du chiffre d'affaires, t'as des ventes de joueurs et tout, mais tu peux pas non plus être tout le temps en mode bon, ça passe ou ça casse quoi. Donc on va voir pour cette équipe. Oui, j'ai déjà parlé de Nice Benfica les amis. Je suis revenu sur cette performance XXL des Aiglons et bah ouais, en disant aussi beaucoup de bien de Benfica parce que c'est le cas. Benfica c'est vraiment une équipe qui est très sympa quoi. Du coup, pour revenir un petit peu sur ce qu'on voulait, bah ouais, non mais juste Sesco, avis global sur le joueur, pas encore tout à fait fini, mais en première ligue, il a évidemment les atouts, les capacités pour s'imposer. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Avec en plus Mbemo, Cunha, tout ça. Ouais. Franchement, j'ai hâte de voir les premières sorties de ce United-là. Et c'était vrai encore plus, hein, j'ai parlé de United, mais toute la première ligue, quoi. Quand tu vois le mercato qu'Arsenal fait, Chelsea, City qui va devoir bah, un petit peu se rattraper, parce que City qui fait troisième, c'est pas suffisant. Liverpool qui est XXL, tout ça, waouh. Et tous les clubs qui travaillent bien, comme Brighton, Brentford, t'as du Newcastle, t'as Tottenham qui va essayer de revenir avec Thomas Frank, un coach que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que l'appel de l'an prochain, ça va être la guerre. Bournemouth européen en fin de saison. Ça, c'est une bonne take. Parce que Bournemouth a perdu Huysen, ils vont perdre Zabarni. J'ai même pas cité Aston Villa, tu vois. Non, il y a trop de clubs qui travaillent bien. J'ai même pas cité Nottingham Forest. Franchement, c'est de la folie. Je pensais voir City plus actif. City, ils ont beaucoup bougé au début du mercato pour la Coupe du Monde des clubs, avec Reinders, Aït-Nouri, Cherki. Là, je pense qu'ils vont essayer de faire un latéral droit avec Livramento. Ils ont fait un gardien aussi avec Trafford. Donc, il y a quand même, tu vois, du mouvement qui va encore se faire. Ouais. Kerkez, parmi les départs de Bournemouth, évidemment, c'est aussi un nom à mentionner, quoi. Du coup, je voulais aussi, bon, on va refaire un petit point sur le PSG parce que ça y est, ça bouge enfin. On est 7 août et il va bien avoir des recrues au Paris Saint-Germain. Le club qui a repris le chemin de l'entraînement hier à 6 jours. Et là, c'est vrai que le calendrier est toujours aussi démentiel. 6 jours, non pas du premier match amical, mais du premier match officiel contre Tottenham. Donc vraiment, c'était une petite coupure. Lucas Chevalier va donc débarquer au PSG. Le transfert qu'on laissait deviner depuis pas mal de temps, qui va se produire 40 millions d'euros selon Fabrizio Romano, 55 millions d'euros bonus compris selon Fabrice Hawkins. Quand on dit que Lille vend très très bien, c'est le cas. Lille vend toujours très très bien. Franchement, alors évidemment, des fois il y a des cas où ça marche pas très bien, comme Jonathan David qui n'a pas prolongé, mais les Nioro, 60 millions d'euros quand il lui restait plus qu'un an de contrat. Chevalier, gardien, quand tu vends 55 millions d'euros, il va faire partie du top 3, top 4 des gardiens les mieux vendus de l'histoire. Saïd, qui dit sur le chat, et c'est vrai, Osimhen, Nicolas Pepe. Baleba, je crois qu'ils le vendent 30 ou 35 millions en PL. T'as Onana, qu'ils avaient vendu à Everton, aussi pour une somme considérable. Ils se trompent rarement. Lille, sur les joueurs qui vont chercher, surtout qui vendent très très bien. T'as eu Botman aussi en PL. Léao. Ouais, non, t'as. Osimhen, c'est à part quand même des gars qui ont fini en prison. En fait, c'est ça. Osimhen, t'as. Sur le papier, il y a 80 millions d'euros. Mais dans la réalité, je pense que Lille n'a jamais vu la couleur de ces 80 millions d'euros. Ça a arrosé des copains comme il faut. Et je pense qu'au fin de compte, ils ont dû aller toucher 20. S'ils ont touché 20 millions d'euros, ils doivent être heureux, quoi.
Hazard, oui, c'est vrai. Après, si on remonte à très très loin, parce que bon, il y a aussi Gervinho, tout ça, hein, mais même Cabaye à Newcastle. Mais oui, 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 c'est sûr que le LOSC fait partie des clubs, un peu comme Monaco, où tu sais que quand tu vas chercher un joueur, tu vas devoir mettre un gros tarot. En soi, Lille peut aller chercher Donnarumma, non. Alors je sais que Donnarumma a un frère, qui était au Milan à une époque, mais je pense que si tu parles de Gianluigi Donnarumma, et surtout que tu annonces à Olivier Létang son salaire, je pense qu'il fait un petit malaise. C'est quoi l'histoire sur le transfert d'Osimhen de Mansidiki? C'est une longue histoire. Ça, c'est vraiment une épreuve terrible. Euh, le transfert d'Osimhen, je pense qu'il faudrait consacrer une émission de cache investigation et envoyer Élise Lucet en reportage à Naples et dans le bureau de Gérard Lopez à Miami. Parce que si un jour on a la vérité sur qui a fait quoi dans ce transfert, si je ne m'abuse, le LOSC Transfermarkt a recruté en échange 3 no-name de Naples et pour des sommes astronomiques. Vraiment, tu te dis, non mais là les gars, vous abusez. Là vraiment, c'est pas possible. Franchement, c'est... Alors, c'est ça. Oretsis Karnesis, qui arrivait de Naples pour 5 millions. Et t'en avais d'autres, hein. Où est-ce qu'ils sont passés? Parce que là, tu vois, Osimhen, 78 millions. Bon, hein, on n'est pas d'accord. Mais oui, ils avaient pris plein de joueurs comme ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et on a parlé de mais Gabriel, tu vois. Gabriel vendu 26 millions. C'est quand même aussi ouais, c'est quand même un départ sympa. Après, bon, quand tu vois la trajectoire Gabriel, ça aurait pu être tout ça. Manzi, Ligori et Palmieri, les 3 autres. Tu vois, là, Raizouz, il est au courant des petites magouilles, hein. Mais ouais, le transfert d'Osimhen, c'est assez sombre. Du coup, bah, le mercato du PSG avance. On le voulait, on va l'avoir. Zabarni, Chevalier, ça va y aller. Je pense que ça va essayer de tâter le terrain, évidemment, pour cette offensive supplémentaire, voire milieu de terrain. À mon avis, avant la fin du mercato, tu auras Akliouche ou Mora. J'imagine mal les deux. Magnus Akliouche ou Rodrigo Mora pour parfaire le front de l'attaque. Tu auras aussi peut-être un défenseur de complément, un latéral en doublure, à gauche, à droite, à voir. Au milieu de terrain, j'ai l'impression que pour l'instant, ça bouge pas trop. Pourtant, moi, je pense que c'était important de prendre un gars en supplémentaire, mais j'ai le sentiment que de la part de Luis Enrique, on a envie de refaire confiance à Zaire Emery et surtout de encore accompagner Mayoulou. C'est vrai que Mayoulou, bah, au-delà de son but en LDC, ça peut le faire. Rodrigo, tu y crois? Non, enfin, j'ai plutôt l'impression qu'on va prendre un offensif un peu de complément type Akliouche, tu vois, le mec qui pourra à la fois aller sur le banc en Ligue des Champions et titulaire en Ligue 1 et puis rentrer d'un coup. Parce que Rodrigo, je suis pas sûr qu'il accepte ce rôle de numéro 1 bis. Je pense que Rodrigo, je suis pas sûr quoi. Akliouche, ça parle de 50 millions avec Leverkusen. Paris va se positionner sous peu, aucun doute, si la logique est respectée. Ouais, Monaco va bien vendre, hein. Après, bon, c'est qu'ils ont déjà dit Akliouche est 80 millions d'euros. Non, Akliouche, ça partira pour beaucoup moins. Mais moi, dans mon idée que le PSG puisse, et puis aussi pour le joueur s'il veut rejoindre l'équipe de France, un Akliouche, moi je prends. Je pense que Rodrigo Mora ira un jour ou l'autre, tôt ou tard, au PSG. Est-ce que maintenant ça peut le faire parce que tu as sa clause et tu as une opportunité de marché? Mais est-ce que finalement Rodrigo Mora, c'est pas le mieux aussi de le laisser à Porto une année en plus, se développer? En plus, bah voilà, il va pouvoir tourner autour de Luc de Jong, la grande saucisse qui va lui faire des déviations. Il va être ravi de tourner autour. Ça peut être sympa, quoi. Diogo Dalot en backup, latéral gauche, latéral droit, ça se tente. Oui, après, est-ce qu'au niveau du prix du transfert, est-ce que tu t'y retrouves? On sait que le PSG n'a pas non plus envie de mettre des milliers et des cents sur ce type de profil, le fameux latéral doublure. Après, latéral doublure, enfin je l'ai dit, c'est un truc un peu ingrat parce que tu dois récupérer les miettes d'Hakimi et Nuno Mendes. Et aujourd'hui, Nuno Mendes et Hakimi, c'est les numéros 1 à leur poste. Du coup, tu sais que tu vas devoir jouer entre Ligue 1, Coupe de France, tu tournes un petit peu, allez, une vingtaine de matchs, et t'assois sur le banc. C'est pas évident. C'est pas évident, franchement, de trouver ce compromis-là, quoi. Mais Monaco, Lille, Nice, vu les mercatos, là, c'est fou de penser que Lyon va jouer le top 5 ou 4. Franchement, Louis, je suis pas si sûr. Moi, bon, c'est pas l'heure des prédictions. D'ailleurs, je vous le dis, semaine prochaine, il y aura les tweets prédictions qui vont arriver sur Twitter et on s'amusera à juger tout ça en fin de saison. On s'en lèche déjà les babines. Je me dis que Paris, Monaco, Marseille, c'est le top 3 que je devine à peu près. Strasbourg, c'est pas loin du top 4. Lille sera encore sérieusement à discussion. Et après, pour moi, il y a une grosse mêlée générale
Nice, à voir Rennes version Habib Bey, même s'ils sont un peu en loin encore. Mais c'est un club ambitieux qui a encore investi, sans Coupe d'Europe. Mais l'OL, tu vois, non, tu mets Lille devant Lyon. Bah, franchement, quand tu sais que Lille va encore prendre un latéral gauche et un attaquant, qu'ils ont quand même un 11 qui tient la route, pour l'instant, ouais, je les mets encore devant. À voir, hein. Mais franchement, pour moi, je les laisse devant. Mais ouais, après, c'est difficile, hein, toujours la hiérarchie. Bah, attention à Lens, tu vois, il y a plein d'équipes comme ça, je me méfie un petit peu. Le RC Lens version Pierre Sage, qu'est-ce que ça peut donner? Tu vois, t'as pas de. Non, c'est une saison qui s'ouvre avec pas mal d'incertitudes. Autant le top 3, j'arrive à peu près. Mais même Monaco, le Mercato, je suis pas fan du tout que des paris. C'est vrai que Monaco, t'as du Pogba. Bon, t'as Eric Dyer derrière qui physiquement a quand même plus de garantie qu'un Pogba ou Fati. C'est vrai que je peux comprendre que le Mercato monégasque n'emballe pas tout le monde, quoi. Donc à voir. Même le PFC, si ça clique, pourquoi pas une saison un peu folle. PFC, j'attends de voir parce que il y a encore, tu vois, du Timothée Koscielny en match de pré. Ouais, j'attends. J'attends de voir si ça parle, quoi. J'ai parlé de Sesco, ouais. J'ai parlé de Sesco et de United déjà, les amis. Un avis sur le Leipzig de Xavi Simons, Bakayoko, Yann Diomandé, Loukeba. Bah, tu sais qu'on a parlé de Loukeba, pourquoi pas en remplaçant potentiel de Inigo Martinez qui se dirige apparemment vers l'Arabie Saoudite. C'est une équipe qui n'a pas de Coupe d'Europe l'an prochain. Et là, pour le coup, c'est un peu une anomalie parce que Leipzig, même si tu as eu des hauts et des bas, c'est toujours une équipe qui était minimum LDC, qui a vraiment reculé. C'est même pas stagné, qui a vraiment reculé l'an dernier. Du coup, j'attends de voir l'attaquant qu'ils vont prendre pour remplacer Sesco. Attention, il faut qu'ils repartent bien. Mais c'est sûr que Yann Diomandé, le petit ailier ivoirien qu'ils ont pris à Leganés, ça fait partie des joueurs à suivre. Très clairement, là, je le mets ça. Rien à voir, mais nous, on veut ton top 3 Ballon d'Or. Bah écoute, Zizou Milan, moi, mon top 3, je pense qu'il a pas trop bougé. Je pense que c'est Dembélé en 1, Yamal en 2 et Hakimi en 3. J'hésite entre Hakimi et Vitinha, mais je pense qu'il est là. Je pense qu'il est là, mon top 3. Voilà. Est-ce que c'est un top 3 très équilibré? De toute façon, après, tu auras toujours des débats. Mais moi, pour moi, ça me paraît logique. Bah, Rafinha, tu vois, je le mets top 5. Je le mets top 5. Donc à voir. Ça parle de Ricardo Pepi à Leipzig. Bah, tu vois, ça, c'est pas mal comme remplaçant. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Ouais, je le mettrai 4 Rafinha, peut-être. Après, entre top 3, enfin, 4ème, 5ème, tu vois, la marge, elle est pas immense, quoi. Mais ouais, je pense que Dembélé, Yamal, Hakimi, Vitinha, Rafinha, je pense que t'as les 5, quoi. Je pense que t'as les 5 qui, normalement, devraient être dans ce positionnement-là, quoi. Du coup, ouais, on va voir. Hein, Zabarni aussi, ça devrait se faire. Lucas Chevalier, bon, du coup, il y aura forcément une conséquence. Quid de Donnarumma? Est-ce que Donnarumma, bah, il va rester? Est-ce que tu vas être avec cette concurrence un peu bizarre? Est-ce que United va pouvoir aller dessus? Est-ce que Galatasaray va pouvoir aussi foncer dessus? Ça, c'est quand même la grosse interrogation, mais tu as un départ à gérer, quoi. Rien à voir, mais la Roma champion, t'en penses quoi, Scipion? Alors, Louis, je sais pas si t'as suivi beaucoup de live mercato, enfin de récap mercato, mais ici je l'ai dit, j'aime pas parler de la Roma. Parce que, enfin, j'aime pas parler de la Roma. Si, j'aime parler de tous les clubs. Mais parler en bien de la Roma, il y a une sorte de malédiction. Dès qu'on a une hype sur ce club, je me répète, mais on est déçu. Je préfère laisser les choses venir un petit peu et me dire, ok, je vais m'emballer à un moment de la saison. Mais là, être hypé, bon, c'est qu'un amical. Mais hier, tu vois, ils ont pris 4-0 contre Aston Villa. Il y a encore du boulot. Mais c'est sûr que le recrutement sur le papier, El Anaoui, Ferguson, Wesley, Gilardi, tout ça, ouais, ça de la tronche. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Mais Gasperini, évidemment, la pièce maîtresse, mais il va falloir que ça prenne quand même. Et après, champion, non. Non, pour moi, ça reste Naples en 1 et Inter, voire Inter 1 et Naples pas loin. Mais franchement, c'est ça, quoi. La même malédiction que je nous file quand tu parles en positif de la SM. Alors, tu vois, la malédiction ASM, c'est plutôt l'inverse. Souvent, quand l'année où j'avais fait une prédiction, je crois que j'avais pas mis l'ASM top 4 et genre ils avaient terminé deuxième, tu vois, enfin des trucs où tu te fais avoir. Donc maintenant Monaco, j'en parle plutôt en bien, bah comme je l'ai fait tout à l'heure, tu vois, j'ai dit top 3 et au moins je me ferai pas attraper par le callback en faisant ça, quoi. Dossier suivant à voir, les amis, c'est bien sûr Evan Guessant, l'attaquant ivoirien de l'OGC Nice qui va rejoindre Aston Villa. On parle d'un montant
aux alentours des 30-35 millions d'euros. J'aime beaucoup ce mouvement, je dois vous le dire. Déjà parce que Evan Guessant a fait une sacrée saison en Ligue 1, même si ça a été difficile sur la fin, parce qu'il est un petit peu calé. C'est un joueur qui a tellement progressé, qui a des vraies qualités de percussion, dans la passe, dans la finition, même si encore une fois, je pense qu'à son âge, 24 ans, il peut encore nettement progresser dans ces secteurs-là. Mais j'aime beaucoup le profil du joueur, et en PL, dans une équipe comme Aston Villa, on l'a dit, où ça tourne bien, où tu vas avoir du Watkins, faut voir un petit peu comment ça s'il va partir, parce que j'ai parlé des possibilités pour Newcastle, mais ça se trouve Newcastle ils vont aller sur Watkins. Si tu as du Morgan Rogers, du Jacob Ramsey, du Bailey, voire du McGinn qui peut évoluer plus haut, Guessant, franchement j'aime beaucoup ce choix. On a parlé de l'Arabie Saoudite, Neom qui lui proposait de mémoire 36 millions d'euros sur 4 ans, donc faites un calcul, on est sur du 9 millions par an quasiment, enfin du 9 millions c'est ça. Alors bien sûr, en Angleterre, en Première Ligue, il va pas être payé en simflouz ou en poké dollar. Il va être, ça va être le jackpot. Il va se mettre très très bien, Guessant. Mais ce qui est sûr, c'est que le challenge saoudien, t'aurais pu y aller là, quoi. Et Guessant, qui a 24 ans, pour moi, c'est pas pareil qu'un Nathan Zezem ou qu'un Bouabré qui a 20 ou 19 ans. Guessant, s'il part à 24 ans en Arabie Saoudite, il fait pas une croix sur sa carrière parce qu'il peut revenir à 26-27 ans. Mais tu vois, c'est pas la même chose, parce que là, du coup, il est en pleine ascension, et on sait pas de quoi l'avenir est fait. S'il revient dans 2-3 ans, est-ce que physiquement, forcément, il aurait peut-être un petit peu perdu. Là, pour le coup, il va en Première Ligue, une équipe qui travaille bien, qui a bien recruté. Franchement, j'aime beaucoup le choix. J'aime beaucoup le choix, et surtout, je voulais le dire, la progression du joueur. Alors, certains trouvent ça surpayé. Écoutez, je pense que Nice, c'était le prix qu'ils attendaient. Là, il récupère la somme qui... Ouais, c'est bien. Moi, je trouve ça bien vendu. Peut-être qu'Aston Villa un petit peu surpayé. Peut-être qu'il faut enlever 5-10 millions d'euros. Mais Guessant, avec son profil très intéressant, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal, quoi. Ah, comme la dernière fois, on a Erwigo qui est tombé en direct. Et ça concerne ce qu'on disait tout à l'heure avec Inigo Martinez. Apparemment, le Erwigo est tombé. Ça allait très très vite, hein, parce que le tweet d'annonce de Fabrizio est arrivé là, et tu as il y a 45 minutes, on discutait de ça, et 45 minutes après c'est bon, les discussions sont allées au bout, et here we go, agent libre. Bon, il va toucher un beau salaire, mais pour le Barça, il va falloir se retourner. Franchement, Inigo Martinez, j'aurais gardé ça sérieusement. Quand t'as vendu John Duran 100 millions, tu peux mettre 35 sur Guessant. C'est vrai qu'avec cette réflexion-là, on peut comprendre. Inigo Martinez, c'est... Je dis pas attention, parce que c'est pas la pièce maîtresse du Barça, évidemment. C'est pas un Koubarsi, un Pedri ou un Yamal. Hein. On va pas abuser. Mais dans la dynamique de groupe et sa place prise, et surtout l'intelligence de jeu dans le système de flic, c'est même moi, en tant que suiveur de foot, j'aurais voulu que ça dure plus d'une saison. Donc voilà, là évidemment, hein, il va mettre... là bon, Inigo Martinez n'était pas à plaindre au niveau de ce qu'il a pu toucher au cours de sa carrière, mais là, il va définitivement se mettre très très bien, quoi. Voilà, en Espagne, ça annonce 8 millions d'euros, donc entre 8 millions d'euros et agent libre. Bon, faut quand même pour moi que le Barça récupère un petit chèque, parce que tu perds un joueur qui était en forme, qui t'a apporté sportivement. Ce serait bête de laisser partir libre sans indemnité, quoi. Ça te plaît les streams Gamester des Mercato, Incipion? Écoute, fan lyonnais, j'aime énormément. J'ai vu ta question, Tyler Morton et Dominique Griff à Lyon, tu valides pour toi? Moi je l'ai dit, Tyler Morton, faut que physiquement, comme il a très peu joué l'an dernier, faut qu'il se relance, mais en Ligue 1, je pense qu'il peut faire de bonnes choses. Dominique Griff, j'attends de voir. Un gardien, c'est très spécial, parce qu'un gardien, il y a des stats, mais il y a aussi un ressenti, une adaptation. Est-ce qu'il peut s'entendre avec toute la défense? Tu vois, faut toujours juger. Mais en tout cas, le Mercato lyonnais part bien. J'aime beaucoup les pistes et les noms qui sont arrivés. Donc, je trouve que c'est pas la catastrophe annoncée. Finalement, voilà, tu vois, t'avais des limites. Et je le redis, hein, les limites des NCG, c'est peut-être un mal pour un bien au niveau de cette équipe. Ça t'oblige à mieux travailler et aller sur des mercato comme les U23 de Liverpool, la République tchèque. C'est bien. C'est une excellente... ou la première division portugaise avec Kluivert. Ça, tu vois, je trouve que c'est bien pour eux, quoi.
Donc ouais, Guessant, je pense qu'on a à peu près tout dit. Hâte de le voir s'éclater en Première Ligue avec Unai Emery. Je voulais qu'on parle un petit peu du Stade Rennais, les amis. Je voulais qu'on fasse un point sur le mercato du Stade Rennais, parce que bah mine de rien, le mercato du Stade Rennais avance bien. On a eu pas mal de recrues avec Frankowski, qui a été officialisé, montant de prêt à peu près 3 millions d'euros et une option d'achat obligatoire à 5 millions d'euros d'ici 2 ans de mémoire. On a Rongier, 5,5 millions d'euros. Quentin Merlin, le duo en provenance de Marseille. Et Lilian Brassier, 12 millions d'euros. Rennes, c'est pour moi l'équipe qui doit le plus se rattraper. C'est l'équipe qui a déçu l'an dernier. Il y en a beaucoup qui sont passés à côté. On va pas parler du fiasco montpellierin, de Saint-Étienne qui a loupé le coche. Mais Rennes, par rapport aux ambitions et ce qu'ils nous ont montré, c'est trop éloigné. Vraiment, c'est la déception tout court. On parle aussi des départs, avec Adrien Truffert qui fait la Bournemouth 13 millions. Assignon, t'as vraiment pris 2 pistons, t'en as fait partir 2 autres, qui va à Stuttgart pour 12 millions, Matusiwa à Ipswich 11 millions, Kyogo Furuhashi à Birmingham 9 millions, Kazem Olegbe qui repart déjà. Tu vois, Olegbe par exemple, j'aurais bien voulu revoir parce qu'on n'a pas assez vu, et sur 2-3 prises de balles, je me suis dit que c'était un joueur intéressant, mais ça part bien. Et Mohamed Jawad qui part, Riyad Valladolid. Du coup, on a quand même une équipe qui avance bien. J'ai l'impression, je sais pas s'il y a un Rennais qui est dans le chat, mais que Rennes a plutôt joué durant sa prépa avec un système en A4 derrière plutôt qu'à 3, qui était souvent le cas. Donc à voir, j'ai vu que Jacquet avait notamment joué latéral droit. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est l'impression que j'ai eue. Ah, Olegbe, problème d'implication d'après Bay, d'où le départ, comportement Olegbe. Ah bah merci pour l'info, bah tu vois, au moins ça s'explique. Ça va jouer plutôt à 5, bon, ou à 3. Ok, bon, bah j'ai dit n'importe quoi. Après, ça me paraissait logique, vu les profils de Merlin et Frankowski, j'imaginais mal une défense à 4. C'est un système hybride avec un piston plus offensif que l'autre. Bon bah, je pense que c'est plutôt logique du coup de prendre ça. Du coup, t'as Rouault, Jacquet, Seydou, tout ça. Brassier également qui est blessé. Frankowski, ok. Donc là, on va pouvoir y voir un peu plus clair. Santa Maria, qui lui, je pense, va partir. Seko Fana, Rongier, Diawy Cissé. Glenn Kamara, je pense aussi, ça va partir. Ibrahim Salah, ça va partir. Blas Tamari, Fabian Rieder, à voir. J'ai vu qu'il a joué en prépa. Carlos Andrés Gomez, je sais qu'il part. Normalement, ça va à Vasco de Gama. Kalimundo, c'est sur le départ. Mohamed Kader Maïté, évidemment, ça reste. Ça manque du recrue. Je pense que ouais, la recrue à venir, ça va être ce fameux attaquant, ce target man. Est-ce qu'on se ferait pas un petit 11 Stade Rennais pour voir un petit peu ce que ça donne sur le papier, peut-être en partant sur un 3-4-3. Donc là, on a Samba au cage qui repart, évidemment. Là, tu vas avoir Jacquet, Brassier et Rouault. Hop. Tu vas avoir, du coup, Frankowski à droite. Tu vas avoir Merlin à gauche. Tu vas avoir, je pense à coup sûr, Rongier. Et là, c'est la question, est-ce que Fofana, est-ce que c'est 2 devant? Est-ce que c'est, tu vois, c'est toujours un petit peu particulier dans ce rôle-là. T'as 7 recrues. Pour l'instant, bah, je sais pas si Meïté, ils l'ont rajouté dans l'appli. Bah, tu vois, on va mettre Meïté. Peut-être le 11 que tu auras à la reprise. Ou alors, est-ce que tu dis que c'est voilà Blas, Altamari? Ou alors la question c'est est-ce que finalement tu pars pas sur un système, tu vois, avec Cissé un peu plus bas, Rongier qui est là, et t'as à la place voilà les 2 devant qui vont avec un Blas qui tournerait autour de Meïté et un Fofana qui se projetterait, et tu attendrais peut-être d'avoir un Altamara à 60e. En tout cas, bon, tu as des possibilités qui existent, qui sont là. Bon, j'ai pas rajouté les remplaçants, hein, parce qu'on en a quand même avec Altamari, vraiment pas dans les plans. Ah ouais, franchement, Altamari, moi je garde par contre, tu vois. Kalimundo, c'est vrai que j'ai pas mis Kalimundo parce que moi j'ai l'impression qu'il va partir. Donc pour l'instant, je le mets pas, mais oui, il serait pour le coup encore là. Ouais, comme remplaçant, du coup, t'as Jordan James, t'as Nagida, t'as Attebourg, t'as Seydou, t'as un petit peu de monde.
mais t'as pas non plus une grande profondeur de banc, mais on sait que Rennes doit dégraisser, quoi. Altamari, je l'ai vu très en forme, c'est vrai. C'est vrai que Altamari, moi, franchement, je garde. Hein. Je garde tous les jours. Ouais, si je commence à faire un tout petit peu de remplaçant pour qu'on ait une idée sur la profondeur de banc, ce que ça donne vraiment à l'instant T. En sachant, ouais, il y a Santa Maria, il y en a du monde hein, qui vont partir. Bon, Jordan James, je mets lui, hein, c'est juste pour mettre le nom. Hop, Nagida. La question maintenant, c'est est-ce que ça peut terminer européen? Parce que c'est sympa hein, d'avoir un effectif comme ça sympathique, mais il va falloir enclencher la vitesse supérieure. Et pour moi, tu peux pas te recontenter, tu peux pas quoi qu'il arrive te contenter de ce qu'ils ont fait l'an dernier, mais il va falloir vrai, nettement accélérer et passer à autre chose quoi. On attend de la part du Stade Rennais. Ouais, c'est vrai que t'as Favan Reader, peut-être que je peux mettre encore pour l'instant. Je sais pas, t'as Bamba, c'est vrai, Ryan Bamba qui peut être utilisé. Faille ou c'est vrai que j'ai oublié tous les centraux, c'est vrai qu'ils en ont un paquet en fait de centraux que j'ai pas mis dans les plans. Hop, euh, hop, Faille. C'est vrai qu'ils ont acheté énormément de monde. J'ai déjà dit hein, mais le Stade Rennais, il faudra s'en souvenir de tous les joueurs qu'ils ont pu prendre parce que là il y en a hein, il y en a du monde. Hop. Attebourg, c'est remplaçant. Axe droit, c'est Bamba la doublure à droite. Donc tu vois, ouais, merci pour l'info. Tu dois même faire partir un central parce qu'il y a trop de monde vu que apparemment, ou alors c'est peut-être même tout court Attebourg qui va partir, mais tu vas devoir faire reculer du monde quoi. Donc hop. Bon, en sachant qu'il y aura forcément une recrue devant. Ouais. Et moi, il me manque encore un truc pour dire ça peut être européen. Je pense que ça fait partie du neuf, quoi. Wu et Attebourg, pas forcément dans les plans. Ouais, c'est vrai que là, j'essaie de trouver peut-être les joueurs qui étaient encore là, mais j'ai pas toute l'actu rennais. Je sais qu'il y a des joueurs qui étaient dans le loft, donc pas évident de s'y retrouver à 100% sur tous les mecs qui repartent pour la saison prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, je pense qu'il va te manquer un mec en plus au milieu de terrain pour la profondeur de banc. Faudra voir si tu fais partir du monde derrière, les Wu, Attebourg. Mais là, je trouve quand même que pour une saison sans Coupe d'Europe encore, t'es bien. Et ce numéro 9, quoi. Et ouais, il va falloir que ça lutte, quoi. Le nombre de joueurs recrutés par Rennes, c'est lunaire. Surtout ceux qui repartent 6 mois ou un an après. Ouais, c'est ça, quoi. Bah, quand tu vois sur ce mercato-là, Rennes qui est parti. Grönbeck retourné en prêt, arrivé l'été dernier. Ostigard arrivé l'été dernier. T'as Ismaël Koné qui est reparti, ils l'ont pas acheté. Amada, ils n'ont pas levé l'option, le prêt. Et là, t'as encore des mecs qui étaient là, Camara, tout ça, que tu dois faire partir. Donc c'est vrai que ça fait ça. Et Chichouba, l'impression que c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Donc ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot. Pour moi, il y a un gros chapeau avec Lille, Lyon, Strasbourg, Nice, Rennes et Lens pour les places derrière le podium sur la ligne de départ avec chacun des avantages et des inconvénients à gérer sur la saison. Nouveau cycle, Coupe d'Europe, départ important. Je vois ce que tu veux dire, mais moi je pense qu'il y a quand même un chapeau 2, bon, chapeau 1, bon, chapeau plus 1, PSG, chapeau 2, Marseille-Monaco, chapeau 3, je mets Lille. Est-ce que j'ai l'impression que je mets quand même Lille, Strasbourg, Nice, tu vois. Même si Nice, on attend de voir la fin du mercato. Lyon, faut que ça prenne aussi, mais Lyon, je suis pas loin de les mettre quand même dans ce chapeau 3. Et chapeau 4, il y a Lens, Rennes. Faut que j'ai plus de garanties. Faut que le terrain me parle, parce que en fait, il y a eu tellement de changements, et que bon, la vérité des matchs amicaux n'est pas toujours celle de la saison qui est lancée. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as des équipes chapeau 4 qui peuvent très très vite passer chapeau 3. Sans Coupe d'Europe, ça peut le faire. Hein. Là, t'as pas beaucoup d'argent pour recruter à certains endroits. Rennes, ils ont les moyens. Des fois, ils sont allés un petit peu partout. Donc ça peut être intéressant. Ouais. Lille, faut voir si Diakité reste ou pas. Et la paire de Chevalier, gros coup dur. En fait, j'avais l'impression que, dans ce que j'ai compris du mercato lillois, que le départ de Diakité, c'est celui qui était budgétisé pour ce marché d'été 2025. Et que Chevalier, c'était l'été suivant. Et là, du coup, t'as un espèce d'inversement où finalement c'est Chevalier qui part un peu plus tôt et Diakité qui est là en stand-by. Mais si Diakité part et Chevalier aussi, en plus des autres joueurs qui s'en sont en allés,
Bon, il y a Zegrova qui est un petit peu un cas à part parce que bah, ça fait 6 mois qu'il est écarté de par sa blessure, mais aussi parce que bah, sportivement, il se met là. À voir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est deux joueurs très importants. Et c'est bien de très bien vendre, parce qu'on l'a dit, hein, Lille vend très bien, mais il ne faut pas non plus que il n'y ait que l'aspect financier qui rentre en compte. Si tu vends Chevalier, allez, on va mettre 50 millions si tu veux, et Diakité 35, ça te fait 85 millions à peu près. C'est une super somme, mais il va falloir réinvestir. Et là, bah, t'es plus très loin de la reprise de la saison, quoi. Merci beaucoup pour ton message de Fagnonnet. Faut que je regarde ta vidéo sur Sunderland. J'ai bien aimé leur mercato de folie en ayant vu la série. Bah, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires, du like, tout ça. C'est top. Bah, tu vois qui en neuf pour Lille? Moi, Hamza Egaman, je suis trop fan. Je pense que ce serait en top. Après, dans un monde idéal, tu vois, il y a aussi du lien, genre Stassin Ablin, tu vois. À Lille, ce serait une évidence. Mais financièrement, pour le LOSC, Stassin, Ablin, c'est plus dans leur corde, quoi. Donc, dommage. L'effectif de Brest, c'est vrai que Brest, personne n'en parle, mais Brest, qui là pour le coup n'a pas de LDC, à voir. À voir. Ils ont gardé Ajorc, qui a mis un doublé contre le Naples de Comté. Donc attention, le Dzeko de Finistère n'en a pas fini de terroriser des défenses, quoi. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout ça. Comme toujours, on va terminer tranquillement par le petit tour des officialisations, voir si on a vu des trucs qui sont apparus et qu'on n'a pas forcément noté. On a en Ligue 1, je crois qu'on avait à peu près tout vu. Abou Francis, on a parlé des équipes pour l'Europe, mais je pense que l'un des prochains live mercato, on parlera aussi des équipes qui nous inquiètent peut-être pour le maintien. Et c'est vrai que Toulouse, bon, la vérité des matchs amicaux en est une. Mais c'est vrai que quand tu prends 7-0 et 6-0, enfin 13 buts en deux matchs, t'as de quoi être inquiet. Mais par contre, Abou Francis, petit milieu ghanéen du Cercle Bruges, à 2 millions d'euros, j'ai l'impression que c'est une recrue assez intelligente, maligne. C'est le genre de joueur qu'on va suivre. Timothy Weah, ça y est, c'est fait. Le prêt avec l'option d'achat obligatoire et un package estimé à 18 millions d'euros. On a des joueurs libres qui arrivent au Havre, hein. Toujours, hein, le mercato malin. De toute façon, tu vas sur la page du Havre et tu as que de ça. Transfert de la saison en cours du Havre. Voilà, ça c'est du mercato où t'as 0 €. C'est même pas encadrement des NCG comme l'OL, c'est tu as vraiment zéro tunas. Younes Namli, transfert libre. Ayumu Seko, transfert libre. Ali Samata, transfert libre. Mouridio, Fodé Doucouré, Godson Kierimé, Thomas Delaine, Flix Mambini et Lionel Mpassi, que de la recrue à 0 €. C'est vraiment de la part de Bonne c'est le mercato de la crise sur Football Manager et franchement, je lui dis chapeau. Parce que Le Havre, je pense qu'on va tous les mettre, ou pas loin, dans la zone rouge. Et là, ils essayent encore une fois de rester la tête hors de l'eau, avec 0 € à dépenser. Et là, franchement, c'est bien ce qu'ils essayent de faire, tu vois. C'est bien. Donc on va voir si ça prend ou pas. En plus, c'est vrai que tu as eu des départs aussi, hein, parce que les joueurs qui repartent, parce qu'évidemment, tu peux pas les acheter, les Manga, Pembele, Diawara, ou ceux qui sont transférés libres, parce que bah, finalement, est-ce que ça vaut le coup? Casimir, Hassan Kouta, Koudzaïev, Desmas, Balotouré, André Ayew, tout ça. C'est waouh. Pourquoi ils galèrent autant le hack? C'est un peu comme l'histoire du transfert d'Osimhen. Le hack, pourquoi est-ce qu'ils galèrent autant? Parce que eux, le deal CVC, ils se sont fait avoir comme des bleus. En gros, Le Havre aurait touché, et ça c'est une des anomalies les plus folles du foot français, Le Havre aurait touché plus d'argent avec CVC s'ils étaient restés en Ligue 2 qu'en montant en Ligue 1. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants de savoir pourquoi, parce que c'est une dinguerie, mais ça a été le cas. Et du coup, ils se retrouvent à faire de briques et de broc depuis 2 ans. Et même les droits télé, bah, ils sont fait un flinguer et tout. Donc ouais, je sais que Roussier, le président du Havre, est très offensif sur ces sujets. Et il a raison, mais franchement, ça tient des fois à du petit miracle. Bah voilà, Fabien qui dit Malherbe a pris plus qu'eux en étant Ligue 2. Tu vois, Malherbe a récolté plus d'argent du CVC. Et j'ai pas suivi l'actualité de Malherbe, mais j'imagine qu'avec cet argent en plus, ils ont pu faire de bonnes recrues et avoir un projet compétitif pour monter en Ligue 1. Enfin, j'imagine que c'est le cas, vu qu'ils ont touché plus d'argent que le Havre. C'est-à-dire que quand on a plus d'argent, normalement, on travaille mieux. C'est ça, n'est-ce pas, hein, l'histoire du football? Bonne mère à terme dans un club où il a plus de moyens, ça peut être sympatoche. Bah, Bonne mère, de toute façon, c'est le directeur sportif. On attend plus, on attend tous de savoir où est-ce qu'il va atterrir après, parce que il y aura forcément
des équipes qui vont s'intéresser à lui. Tu vois, bon, il y a Florian Maurice, tu vois, il y a les directeurs sportifs qu'on connaît, Gilles, Florian Maurice, Arnaud Pouille, tout ça. Ou les cas maintenant qui est à Lens, ou Benassia, tout ça. Mais bonne mère, ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, ça va arriver dans un club top 5, top 6, quoi. Et c'est fort, quoi. Et non, quand c'était vraiment une vanne, hein, quand ils sont atterris en national, dégueulasse, 18ème de Ligue 2, saison horrible. Hein. C'est juste pour souligner à quel point avoir de l'argent, des fois, ne fait pas le bonheur. Les transferts en première ligue qui sont intervenus, qu'on serait passé à côté, Dubravka qui arrive à Burnley libre, Leslie Okuchukwu, Chelsea qui dégraisse à Burnley pour 28 millions d'euros, Hugminson à LFC pour 22 millions d'euros, Kiernan Dewsbury Hall de Chelsea à Everton. Quelqu'un l'a dit, c'est vrai que Everton, le mercato est pas mal. Je pense que prochain récap mercato, focus Everton. Je pense qu'on ira là-dessus pour voir un petit peu ça. Et sinon, Harry Toffolo qui rejoint libre Charlotte. Marc Goyou qui est prêté officiellement à Sunderland. C'était dans les tuyaux. Donc Sunderland qui aura un offensif supplémentaire. Et après les autres, on les avait vus. Joao Palinha qui arrive à Tottenham, un prêt. On sait que, évidemment, il fallait un renfort supplémentaire. Et encore plus avec la CAN, quand tu as Bissouma et Pape Matar Sarr et Kudus qui vont s'en aller, c'est sûr que quand tu es Tottenham, tu as besoin de renforts de ce type. Et quand tu connais la qualité de Palinha à Fulham en PL, ça peut bien le relancer. On a en Liga Gonzalo Guedes qui arrive à la Real Sociedad pour 4 millions d'euros. Guedes, à une époque, il valait 50-60 millions d'euros. Là, vraiment, c'est une vraie chute vertigineuse de cote. Donc, à voir s'il peut un petit peu se relancer à la Real. Nelson Doesea, milieu colombien, qui passe de Monterrey au Real Betis pour quasiment 12 millions d'euros. Donc, un vrai montant investi par le Betis. Il faudra suivre ça. On a Mariano Diaz, joueur libre devant l'éternel et qui a fait qu'une seule saison en sa carrière à l'OL, qui rebondit à Alaves, transfert libre. Donc, on reverra Mariano Diaz sur un terrain. Ça, c'est quand même un petit événement. En Serie A, qu'est-ce qu'on a ? On a Quadrado qui continue son tour de l'Italie, qui arrive à Pise, un promu. Quadrado qui a fait l'Udinese, la Juve, l'Atalanta, l'Inter, Lecce même, je crois. Donc il continue. Jachari, de Bruges à Milan, un des très gros transferts. Et je parle pas juste du montant. Un des transferts événements de l'Italie, je le pense sincèrement, parce que Bruges, au-delà de sa capacité à bien vendre, Jachari, c'est très fort. J'aurais bien voulu le voir aussi à Paris, peut-être dans la rotation. Je pense qu'il n'aurait pas été trop. Mais du coup, le Milan de Max Allegri qui va le choper et qui se refait son milieu. Très très curieux de voir la saison de Jachari. Je pense que vraiment ça peut être un des joueurs à suivre de manière déterminante. Et en Allemagne, donc Ritsu-Doan, le gros transfert, Tuta qui quitte Francfort pour le Qatar, 15 millions d'euros, un défenseur de Francfort qui était pas mal utilisé. Vladimir Koufal qui passe de West Ham à Hoffenheim, transfert libre. Thomas Müller qui va avoir un nouveau club dans sa carrière après 20 ans au Bayern, je crois. Non, 20 ans en tant que joueur pro, peut-être pas, mais 30 ans quasiment entre les jeunes et l'équipe première. À Vancouver, pour ceux qui veulent avoir un maillot floqué sympathique. Et Marvin Duksch qui passe du Werder à Birmingham pour 2 millions d'euros. Donc, ouais. Hâte de voir le Milan de Max Lagagne. Bon, je vais peut-être pas... Vous avez compris que mon addiction au foot est quand même assez dangereuse. Je vais peut-être pas passer tous mes week-ends à regarder les matchs du Milan de Max Allegri, mais c'est comme beaucoup de curiosité du début de saison. Tu as forcément envie de voir ce que ça donne. Tu sais pas, tu connais Max Allegri, mais tu te dis toujours dans un nouveau contexte, pourquoi pas. Bon les amis, on va arriver au bout de ce live. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi, d'avoir été présents, nombreux pour discuter de tout ça, de Mercato, de Ballon d'Or, de Focus Club. On va se retrouver dimanche, arrête pas stop. Ah si les amis, mais justement c'est bien parce que comme ça il y aura d'autres mercato, tout ça. Faut aussi que j'aille graille. On prépare des vidéos, évidemment. Les amis, vous savez qu'il y a des vidéos qui vont arriver, les joueurs à suivre, les clubs à suivre. Cette saison, il y a toujours du contenu sur TikTok, Insta, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission, il y a le replay qui sera en continu, qui sera disponible sur YouTube dans l'heure, je pense. Et puis en podcast, le COP de Scipion. Comme toujours, n'hésitez pas à aller mettre les petites étoiles, à soutenir, à partager. Prochain stream, dimanche 18h, dimanche 17h30. Je n'ai pas l'heure exacte, mais vous pouvez être sûr que ce sera dans ces eaux-là. Je vous souhaite une très bonne soirée les amis, profitez bien. Et puis je vous dis à très très vite. Salut à tous.